Bonjour à toutes et à tous. Par ce webinaire, nous allons vous présenter les cahiers qui facilitent la vie. Ce sont les cahiers Le Book. Tout d'abord, nous souhaitons vous remercier pour l'invitation à participer à ce webinaire, ainsi que pour l'intérêt que vous portez à nos cahiers, ou que vous porterez, on l'espère, à l'issue de la présentation. Nous avons travaillé la structure de cette présentation de manière à ce que nous puissions vous exposer le contexte de création de nos cahiers dans un premier temps, puis nous ferons le lien avec les troubles des apprentissages pour ensuite pouvoir vous présenter les caractéristiques des fameux cahiers Le Book. Tout d'abord, pour vous exposer le contexte, il nous paraît important de nous présenter. Alors nous sommes 3 sœurs, Clémence, Margot et Maud Raffin. Maud et moi, nous sommes toutes les deux ergothérapeutes et nous travaillons en libéral au sein d'un cabinet situé dans la Drôme. Nous sommes spécialisés dans l'accompagnement des jeunes qui présentent des troubles du neurodéveloppement et par conséquent des jeunes qui présentent des difficultés d'accès aux apprentissages. Et notre petite sœur, Clémence, elle a rejoint cette super aventure pour nous aider au travers de ses propres spécialités. Elle connaît particulièrement bien le milieu de l'insertion professionnelle et scolaire. Et finalement, à toutes les trois, on a vraiment cette volonté d'apporter des solutions personnalisées et non stigmatisantes pour améliorer l'autonomie des jeunes, notamment à travers l'écriture. Nous avons plusieurs missions au sein des surbookés pour aider justement à l'autonomie des jeunes sur le plan graphique. Dans un premier temps, nous pouvons accompagner les familles en les informant et en les guidant à travers justement notre regard d'expert rééducateur en tant qu'ergothérapeute. Nous pouvons tout à fait évaluer les difficultés graphiques et mettre en place, préconiser des aménagements efficaces et pertinents. Dans un second temps, nous pouvons aider les enseignants en les informant sur les techniques d'apprentissage de l'écriture et notamment sur l'importance des différents supports et des supports adaptés. Tous les supports d'écriture ne sont pas forcément adaptés à tout le monde et à toutes les difficultés. Donc là encore, nous pouvons un petit peu les aider et les informer à ce niveau-là. Et enfin, nous pouvons jouer un rôle important en ce qui concerne la prévention. La prise de mauvaises habitudes graphiques dès l'apprentissage de l'écriture va avoir un impact et des conséquences importantes sur toute la scolarité de l'enfant. Donc, à travers, encore une fois, des supports adaptés et des techniques d'apprentissage adaptées, on pourra prévenir les mauvaises habitudes et limiter les difficultés graphiques dans les classes supérieures. Alors maintenant, la question est de savoir si nos cahiers peuvent être adaptés aux 10. Alors déjà, le premier avantage, c'est que nous avons une série de cahiers évolutifs avec des spécificités qui vont pouvoir évoluer et des aides, un étayage qui va pouvoir être limité dans les différents modèles, ce qui va permettre vraiment de s'adapter aux besoins de chacun, aux difficultés de chacun et de permettre, à travers également une rééducation, de passer d'un modèle à l'autre pour aller jusqu'au cahier quasiment classique. Donc, au niveau de la dysgraphie ou de la dyspraxie, par exemple, on va avoir des supports qui vont être très épurés, avec des lignes de couleurs qui vont permettre le repérage sur la feuille et des interlignes plus ou moins espacées pour s'adapter aux difficultés de dextérité manuelle de chacun et à leur capacité. Et puis, petit plus, on a aussi un design qui est relativement sympa, qui attire l'œil et surtout qui va être non stigmatisant. Là, on n'est pas du tout sur un logo ciblé handicap ou difficulté. On a essayé de créer un logo qui va s'adapter à tous, qui va plaire à tout le monde dans les écoles pour pouvoir équiper le maximum d'enfants. Nous allons maintenant voir les spécificités de chaque modèle de cahier. Voici notre premier modèle, le numéro 1. En format A5, il est très épuré. Nous avons choisi de mettre des lignes de couleurs qui permettent de se repérer et de savoir jusqu'où montent ou descendent les lettres.
Ce modèle numéro 1 présente des interlignes de 4 mm, donc c'est assez large et c'est plutôt adapté à l'écriture bâton. Chaque début de ligne va être marqué par un point. C'est très utile pour indiquer l'endroit où on doit commencer à écrire et limiter la surcharge cognitive. Et on retrouve aussi un cadre pour structurer l'espace. Passons maintenant au modèle numéro 2. On retrouve toujours ce format A5, les lignes de couleur et le cadre pour faciliter encore une fois le repérage sur l'espace feuille. Nous avons rajouté sur ce modèle la ligne rouge, utile pour les lettres descendantes. Donc ce cahier, il va plutôt être adapté pour le début de l'écriture en cursif. Les interlignes se resserrent petit à petit et on passe ici à 3 mm. Voici maintenant notre modèle numéro 3. Sur celui-ci, on a gardé les lignes de couleur initiées dans les modèles 1 et 2 qui était plutôt dédié à l'apprentissage de l'écriture. Là, on va passer plutôt sur un cahier où l'écriture est déjà bien acquise. Chaque début de ligne est toujours marqué par un point, comme les deux premiers. Mais sur ce modèle, il n'y a plus le cadre. On retrouve par contre un arrêt franc en bout de ligne et une marge ultra contrastée pour faciliter encore une fois le repérage visuospatial. Cependant, ce modèle avec les lignes de couleur, il correspond pas forcément à tous. Donc, nous pouvons aussi vous préconiser le modèle numéro 4. Et ce dernier modèle, nous l'avons appelé l'ultra classique en mieux. Il regroupe la marge ultra marquée, la ligne d'écriture très contrastée de couleur noire et une fin de ligne franche qui se termine sur la fin d'un carreau. Ce modèle permet donc de limiter la distractibilité car il n'y a plus besoin de chercher sur quelle ligne on doit écrire. Et ce contraste très marqué permet d'améliorer la concentration et l'interligne est augmentée pour plus de confort graphique. D'ailleurs, cette interligne, il est 2,6 mm au lieu de 2 mm sur un CIS classique. Donc, ce qui permet d'avoir un espace un petit peu plus large, ce qui n'est pas énorme à l'œil, ça ne se voit pas forcément, mais ça permet vraiment de limiter la fatigue visuelle. Voilà donc les caractéristiques, les principales caractéristiques de nos 4 modèles. Et notre logo, le book, bien qu'il plaise beaucoup aux enfants, n'est pas forcément adapté aux plus grands. C'est pourquoi nous avons décidé de faire évoluer notre book et de créer une gamme professionnelle pour les adultes. À travers notre série Le Book Pro, nous avons choisi de mettre un design plus adulte et plus professionnel. Donc vous pourrez notamment trouver ce logo sur notre dernier arrivé, c'est le bloc-notes. Avec les mêmes caractéristiques que le cahier 4, il s'agit d'un bloc avec des feuilles détachables qui conviendra aux lycéens, aux étudiants et aux adultes. Mais finalement, est-ce que les cahiers Le Book sont seulement réservés aux 10 ? Eh bien non. Grâce justement à notre système évolutif, tous les jeunes peuvent l'utiliser, tous les enfants en âge scolaire peuvent commencer à écrire avec le numéro 1 qui présente des caractéristiques finalement adaptées à tous et rester fidèle au book jusqu'au modèle numéro 4. L'objectif, c'est vraiment d'évoluer avec l'enfant pour l'accompagner dans l'apprentissage de l'écriture. On propose également un service personnalisé pour tous, c'est-à-dire que par mail, vous pouvez envoyer une photo de l'écriture de l'enfant et nous, avec notre regard ergo, on va pouvoir vous aider dans le modèle à choisir. Évidemment, c'est pas un bilan en ergothérapie complexe, mais on peut vous aider à choisir le modèle qui correspondra le mieux. Et on a fait aussi, pour pouvoir le tester, un petit bonus. Vous trouverez sur notre site internet une feuille d'essai en téléchargement libre que vous pouvez justement télécharger et imprimer avec les 4 modèles de cahiers pour les faire essayer et voir celui qui correspond le mieux. Et nous nous sommes également posé comme question de comment répondre aux besoins. Dans un premier temps, nous pouvons équiper les écoles. Nous travaillons régulièrement avec des écoles qui commandent des cahiers en grosse quantité pour faciliter l'accès au support pour tous. On a des tarifs préférentiels justement pour les établissements, pour les inciter à commander et à équiper des classes entières. L'objectif, c'est déjà de pouvoir s'adapter à tous les élèves, mais également de limiter la stigmatisation. Tous nos modèles de cahiers ont la même couverture. Donc en fait, tous les enfants ont le même cahier
et on a juste l'intérieur qui change pour s'adapter aux besoins de tout le monde. Et nous pouvons également répondre aux besoins individuellement. Donc, on s'adresse également aux particuliers, aux professionnels de santé pour proposer des cahiers à l'unité ou en lot de 4 pour équiper des enfants vraiment au cas par cas. Et c'est à ce moment-là aussi que par mail, on peut vous conseiller sur le modèle à choisir. À propos de nos tarifs, nous avons un tarif unique qui est de 4,90 € TTC le cahier ou 18 € pour le lot de 4 cahiers. On a choisi de mettre un tarif unique, que ce soit pour les formats A4 ou les formats A5, pour que ce soit le plus accessible possible. Et nous proposons également le bloc-notes avec 100 feuilles à l'intérieur au prix de 5,50 €, qui sera bientôt disponible et qui n'est actuellement pas encore sur notre site internet, qu'il le sera d'ici quelques semaines. Et pour finir, vous pouvez nous retrouver sur notamment les réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram. N'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone si vous avez besoin de renseignements. Et vous pouvez avoir toutes les informations sur nos cahiers et accès à la boutique en ligne sur www.cahiers-le-book.fr. Notre boutique en ligne est désormais ouverte, donc vous pouvez commander directement sur notre site internet et nous vous enverrons les cahiers le plus rapidement possible. Nous vous remercions pour votre attention et nous vous souhaitons un bon visionnage de ce webinaire. Donc, on a eu une question sur les contacts avec les rectorats. On est en prise de contact, mais on recherche bien entendu d'autres contacts pour faire la promotion des cahiers. Donc, si jamais Marie-Françoise, vous avez des contacts, bien entendu, on les prendra avec grand plaisir. En ce qui concerne les devis pour les demandes des parents pour les dossiers MDPH, on peut faire des devis sans aucun problème. En général, ce qui fonctionne le mieux, c'est quand même les devis qu'on peut faire en fin de bilan ergo, qui sont des bilans relativement complets, et à l'intérieur, on peut intégrer des préconisations de matériel, d'aide technique, etc. Intégrer un devis simplement de cahier au sein du dossier MDPH, pourquoi pas, mais je pense pas que ce soit l'élément le plus fort du dossier. Mais si besoin, bien sûr, on peut le fournir. On a une question également de savoir comment les cahiers sont adaptés pour les dysgraphiques. Alors, pour les dysgraphiques, ça va surtout être les interlignages qui vont être plus ou moins espacés. On a du 4 mm, 3 mm ou 2,6. Le cadrage, et puis ça va être au cas par cas, regarder au niveau de la dyspraxie, de la dysgraphie, quels sont les freins au niveau moteur, au niveau coordination visuospatiale, etc. Donc là, on peut donner des conseils sur le modèle. Ah oui, Armelle, je peux préciser ma question. Allez-y, je vous en prie. En fait, c'était de savoir si vous aviez prévu une voie évolutive sur un support numérique, c'est-à-dire cette forme de cahier. Est-ce que à ce jour, ce lignage, vous l'avez prévu sur un outil informatique? Pour des prises de notes avec une tablette numérique, par exemple? C'est-à-dire qu'en fait, pour éviter justement la stigmatisation, quand un enfant a été formé, j'ai vu votre remarque sur, je dirais, l'utilisation de l'outil informatique, il va être à côté de son voisin qui, lui, a son cahier. Et du coup, est-ce qu'il y a cette possibilité de support qui a exactement la même forme qu'un cahier au lieu du tableur blanc voilà, c'était juste une interrogation. Pour le moment, non, très sincèrement, mais c'est une très bonne suggestion. Par contre, je le note parce que ça peut être un axe d'amélioration pour permettre aussi à ceux qui sont équipés de matériel informatique de l'avoir sous le coude. Donc, merci Armelle. En attendant une solution développée sur place, ce que vous pouvez tenter, Armelle, si vous voulez voir ce que ça apporte à votre enfant, c'est d'utiliser la feuille fournie sur le site et de l'intégrer à votre tableur, votre traitement de texte sous filigrane. Ce qui ferait qu'elle se retrouvera en fond de page, vous pourrez écrire par-dessus sans le moindre problème et ça vous permettra de voir si cela est efficace et utile.
D'accord, merci beaucoup. C'est pour pousser la réflexion peut-être future un peu plus loin en termes de personnalisation. Est-ce que vous envisagez à terme de laisser aux enfants ou à leurs parents la possibilité de choisir la couleur du lignage? Ce serait très intéressant. On va pas pouvoir le proposer de suite parce que là, pour le moment, on a besoin de produire en quantité pour réussir à proposer des tarifs intéressants. Par contre, par la suite, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir s'équiper de matériel d'impression. Et à ce moment-là, oui, la personnalisation serait beaucoup plus facile à proposer. Et puis également, on souhaitait proposer des personnalisations aux écoles pour venir mettre, ou aux académies, etc., pour venir mettre leur propre logo, etc. Donc, ça fait partie des axes d'amélioration qui sont possibles. Et juste, on a une dernière question. C'est combien de pages a le cahier? Alors, les cahiers sont en 32 pages et les blocs-notes en 100. On a une dernière question qui tombe à l'instant. Est-ce que vous envisagez à terme de faire des feuilles pour classeurs avec le même lignage? Oui, alors copie et copie double. Alors, on commence par les copies simples, pareil pour une question de quantité produite, mais effectivement, les blocs-notes seront perforés pour être intégrés dans les classeurs. Et les feuilles doubles, pareil, en axe d'amélioration, c'est pensé aussi, et on espère que ça arrivera bientôt. On va laisser tout de suite la place à Florian Le Goff pour la présentation de l'application Malo. Je m'appelle Florian Le Goff, je suis papa de 3 enfants, de 3 mois à 8 ans, donc bien investi dans le système scolaire. Et en 2020, j'ai créé une entreprise qui s'appelle Calendly, qui édite une application qui s'appelle Malo. Alors, la motivation derrière cette application, avant de vous la présenter, pour vous en dire un peu plus sur mon parcours, moi je viens de la e-santé, des dispositifs médicaux et du suivi de maladies, particulièrement en oncologie. En 2020, j'ai décidé de changer un peu de carrière et de créer une entreprise qui s'intéresserait à la prévention en santé. Et dans la prévention en santé, j'ai décidé de travailler sur un moment qui me semblait primordial pour l'avenir de notre pays, c'est de travailler sur la petite enfance. Et j'ai décidé de travailler sur la petite enfance en travaillant notamment avec les parents sur le suivi de la santé de leurs enfants. Ça a donné une application qui est disponible dans tous les stores, Apple, Android, qui s'appelle Malo, comme M-A-L-O, l'application des parents. Et Malo, c'est une application qui permet de faire 2 choses. Suivre son enfant de 0 à 7 ans. Alors, c'est une application de suivi pédiatrique. Tous les mois, le parent va avoir quelques questions à répondre sur les nouveaux acquis de son enfant. De la naissance, on peut même s'inscrire pendant la période de grossesse, mais de la naissance aux 7 ans de l'enfant. Notre objectif est simple, c'est de permettre aux parents de comprendre le développement de son enfant et d'avoir accès à des conseils personnalisés, des articles de fond, des vidéos, des podcasts, mais qui sont liés vraiment au neurodéveloppement de l'enfant. En dehors de cet aspect vraiment documentaire qui permet de réduire l'anxiété, de vraiment d'être à l'aise avec les différentes étapes du développement de l'enfant, on a aussi une capacité d'aide au repérage précoce de certains troubles du neurodéveloppement, notamment les troubles 10, les troubles plutôt liés au spectre autistique, TDA et H, et hyperactivité. On permet aux parents de suivre les courbes de croissance. Et ce que l'on fait, c'est qu'on suit près de 3000 étapes du développement, 3000 repères pédiatriques de 0 à 7 ans de l'enfant. Ça a été vraiment pensé pour la santé d'aujourd'hui, de demain, qui se trouve être dans un contexte très tendu, avec de moins en moins de médecins pédiatres disponibles, des médecins généralistes qui ne sont pas toujours formés au repérage des troubles du neurodéveloppement, notamment sur les troubles 10, et qui ont besoin d'avoir des parents particulièrement au taquet dans le suivi de leurs enfants. Donc on a conçu l'application qui permet cela. L'application est très simple à utiliser. Aujourd'hui, il y a à peu près 10% des nouveaux parents qui s'inscrivent chaque mois dans Malo. On a 70 000 utilisateurs actifs, donc on commence à être sur des gros volumes. Le principe est simple, vous téléchargez l'application, vous inscrivez votre enfant, et ensuite vous allez recevoir des questionnaires très simples. 5 minutes suffisent pour y répondre chaque mois. On voit ici un petit exemple de j'ai inscrit mon enfant qui s'appelle Hermione. J'active du coup le suivi de l'enfant en répondant à un questionnaire et j'ai accès à des conseils personnalisés. Et si j'ai une question spécifique sur mon enfant, et je peux aller aussi poser ma question au sein de l'application et ça me donne accès à une base de connaissances.
Notre particularité, c'est que tout le contenu a été rédigé par 35 professionnels de santé et a été validé par un comité médical et scientifique. L'application vient d'ailleurs d'être référencée dans Mon Espace Santé, la plateforme de l'assurance maladie. Vous pouvez y accéder via amélie.fr et qui ne laisse rentrer les applications qu'après un audit éthique, technique et médical. Et la raison pour laquelle on est particulièrement là, c'est suite à la rencontre qu'on a eue sur la Journée nationale des 10, voilà. Et sur la Journée nationale des 10, nous avons commencé à montrer certains exemples de ce que Malo est capable de trouver en population générale. Et il se trouve que nos systèmes de suivi pédiatrique sont capables aujourd'hui de repérer de manière précoce les premiers signes de dysphasie ou les premiers signes de dyspraxie, pour prendre 2-10 parmi d'autres, sur les populations les plus jeunes. Et on retrouve progressivement dans les classes d'âge la confirmation des alertes qu'on a levées dans Malo. On retrouve une confirmation comme quoi, dans le système de santé, ce sont des enfants qui sont effectivement derrière amenés à faire des bilans et qui ont des résultats dans ces bilans qui confirment les résultats de ce que l'on a dans Malo. C'est logique parce que Malo pose les questions aujourd'hui des questionnaires de repérage qui sont aujourd'hui disponibles dans la littérature scientifique. Mais ça ne prend pas soin uniquement des enfants, Malo, ça veille aussi à la santé des parents. Et on a un module dans Malo qui va traiter les thématiques de sommeil des parents, de nutrition, d'équilibre vie pro-vie perso, de vie intime, de retour au travail, notamment à la fin du congé maternité. Notre objectif, c'est de veiller à la bonne santé mentale du parent. Pourquoi ? Parce que on a une deuxième mission en dehors du fait de pouvoir suivre tous les enfants et de donner accès à tous les enfants au meilleur suivi pédiatrique possible. C'est aussi de prévenir l'épuisement parental. Donc prévenir l'épuisement parental, ça passe par un certain nombre d'actions de prévention et c'est ce que l'on fait aujourd'hui dans Malo. Donc pour résumer, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui, j'ai voulu faire une présentation assez courte. Vous avez une application de e-santé disponible gratuitement sur les stores pour le suivi de l'enfant et pour la partie suivi du parent, elle est optionnelle cette partie-là, mais elle est payante. C'est une application construite avec des pédiatres, pédopsies, péricultrices, enseignants, sociologues. Il y a 35 professionnels dans notre board médical. Des programmes de santé conçus par les parents, pour les parents, avec le concours de médecins et de professionnels de santé. Et aujourd'hui, une application que l'on veut aussi parfaitement adapter à tous et à toutes, parce qu'on reflète dans Malo les différents modes de famille qui peuvent exister. Tous les schémas de famille sont bienvenus dans Malo et on est capable d'adapter le suivi en conséquence. Voilà, aujourd'hui, c'est 1000 personnes qui ont fait un review, donc une note de cette application dans les stores. On est très content d'avoir une note de 4,8 et notre enjeu, nous sommes une entreprise, donc on est une entreprise qui s'est fixé cette mission de permettre l'accès aux soins à toutes et tous, et notamment aux enfants. On veut que les enfants soient suivis de la même manière qu'on soit dans une ville comme par exemple Maubeuge dans le Nord ou dans le 14e arrondissement à côté de Necker avec la même qualité. Et on sait que l'accès aux soins est aujourd'hui difficile. Ce que l'on fait sur les 10, c'est permettre d'entamer un tout petit peu plus tôt ce parcours des fois du combattant qui est le fait d'avoir une prise en charge et la mise en place d'un plan de rééducation. Mais en le commençant un tout petit peu plus tôt, on sait que c'est du temps de gagner pour l'enfant et de la souffrance en moins des fois pour les familles. Et aujourd'hui, c'est important de le savoir, notre business model, comment je gagne de l'argent. Derrière, j'ai quand même une équipe de 15 personnes pour faire un tel projet. Eh bien, c'est que Malo est gratuit pour tous les enfants. Certains parents payent, vous l'avez compris, mais beaucoup d'assureurs et mutuelles ont décidé d'offrir Malo aux personnes qui sont dans leur portefeuille. Donc, si vous êtes par exemple chez Via Santé, chez AG2R La Mondiale, vous avez accès déjà à Malo gratuitement et de manière tout à fait indépendante. Ils ne font que payer l'accès, évidemment, ils n'ont pas accès aux données. Et voilà. Eh ben, très content de répondre aux questions à partir de maintenant. J'avais une première remarque que vous aviez échangé, vous m'aviez dit lors de notre échange, c'est que vous souhaitiez avoir, vous aviez pour l'instant 70 000 parents qui sont inscrits pour suivre les enfants, 1 ou 2 ou 3 enfants selon la fratrie, et vous me disiez qu'il fallait un maximum de personnes, donc le développer pour avoir des retours fiables et des troubles qui risquaient d'arriver. Et éventuellement, pour l'instant, vous suiviez simplement le nombre, vous ne suiviez pas chaque enfant particulièrement, c'était la personne qui voyait les résultats pour son enfant.
vous n'étiez pas invasif ou intrusif sur le... Tout à fait, c'est très intéressant de le préciser. Aujourd'hui, ce n'est pas un outil de télésurveillance, comme on peut le faire dans d'autres pathologies. C'est un outil où le parent est le seul à avoir accès à la donnée, est le seul accès à avoir aux informations, et on va, nous, faire en sorte que lui donner les bons mots, lui donner des éléments pour derrière faciliter le dialogue avec les enseignants, faciliter le dialogue avec les médecins, effectivement, mais c'est le parent qui est au cœur de l'activité. Juste une précision, effectivement, Malo, ça suit de 0 à 7 ans. Et c'est vrai que justement, sur les 10, on sait que c'est des enjeux qui continuent plus loin, évidemment. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est déjà un gros challenge de suivre les enfants de 0 à 7 ans. Suivre l'enfant de 0 à 18 mois, c'est très compliqué. De 18 mois à 3 ans, très compliqué. Et de 3 à 7 ans, très compliqué aussi. Donc, on a décidé de mettre vraiment une limite à la prépuberté, parce qu'après, sur le suivi de la santé, on rentre dans des sujets qui peuvent potentiellement concerner des sujets psychiatriques, des choses qui sont beaucoup plus lourdes. C'est des choses que l'on regarde pour la suite, mais aujourd'hui, on s'est dit, tiens, on va quand même travailler sur les signaux précoces, les signaux de repérage vraiment en amont, parce qu'on ne remplace pas la prise en charge, tout simplement. Donc, notre idée, c'est, dès qu'il y a un sujet, donner les bons mots aux parents pour qu'ils puissent aller consulter les bons praticiens, ou en tout cas être entendus par le corps scolaire, le corps médical. Et ensuite, la prise en charge réelle de l'enfant, qui effectivement avec les diagnostics qui vont arriver un peu plus tard, ça, ce sera en dehors de l'application. Alors, Marie-Françoise, vous précisiez si on a les détails sur les signes prédictifs. Alors, je ne les ai pas là tous en tête, ce serait un peu compliqué de vous répondre. On se base effectivement sur les recommandations, par exemple sur les TSA, elles sont publiques, c'est celle de la HAS. Pareil pour les TDAH. Pour les troubles 10, on a fait un travail très très long avec notamment la Fédération française des 10 qui, via leurs experts, nous ont aidés à travailler sur ces signes prédictifs. À quel âge, quelles questions faut-il poser à quel âge le plus tôt possible aux parents pour, 1, ne pas le stresser, donc il ne faut pas que ce soit trop tôt, et 2, pour que ce soit suffisamment prédictif de quelque chose, d'une dynamique sous-jacente en termes de neurodéveloppement. Aujourd'hui, du coup, voilà, on s'arrête là. Et c'est vrai que l'enjeu, c'est que nous, aujourd'hui, pour les moins de 7 ans, qu'on s'occupe du repérage, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un enjeu derrière, et je crois que j'ai des confrères et consoeurs qui vont présenter aussi leurs projets sur la prise en charge. Nous, on est vraiment sur ce repérage précoce. Et un exemple, donc là, j'ai beaucoup parlé des troubles du neurodéveloppement, mais Malo, ça va aussi parler de la sécurité à la maison. Les parents, aujourd'hui, sont surchargés d'informations et des fois d'injonctions contradictoires. Nous, notre boulot, c'est de voir précisément où est l'enfant lui-même dans son neurodéveloppement et ensuite donner aux parents la bonne info par rapport à l'âge de son enfant sur une conduite à tenir. Et alors, Lucille, vous avez une question très précisément. Alors, nous, on ne fait pas de dépistage, vous avez compris, on aide au repérage précoce, donc on aide le parent à poser des mots sur ce qu'il peut observer sur son enfant. Et sur les TDAH, on fait un repérage qui est vraiment de 0 à 7 ans. Donc, il y a des signes qui sont différents suivant les classes d'âge. Et je ne saurais pas répondre précisément à la question de 6 ans parce que le médecin qui travaille avec nous n'a pas pu se joindre à nous ce soir, mais je note votre question. Je voulais savoir si vous aviez des contacts avec la PMI, la protection maternelle et infantile. Oui. Et comment vous arrivez à faire le relais avec les parents? Parce que les parents, quand on est parent, souvent on nous dit qu'il faut attendre le déclic. Donc, il y a des gens qui l'ont attendu très longtemps, le déclic. Et le déclic n'est jamais arrivé chez l'enfant. Et l'enfant a perdu confiance en lui, son image de soi est dégradée. Et on arrive très vite à 8 ans, 9 ans. Et c'est le début de très clair. Donc, ça se joue très jeune, quoi. Je veux dire. Et comme on sait aujourd'hui que les médecins scolaires sont en grand déficit, si on arrive à mettre, excusez-moi de l'expression, mais le paquet dès les jeunes années, notamment pour les troubles qu'on peut, repérer, pas poser de diagnostic, on est d'accord. Sur certains, la dyslexie, c'est toujours l'âge de lecture, pas avant 8 ans, etc. On est toujours sur des critères. Mais je trouve qu'il y a quand même un enjeu majeur, parce que c'est là où ça se joue, cette sensibilisation des parents
parce que nous, parents, nous sommes très démunis. Nous sommes très démunis pour avoir un diagnostic, mais déjà pour savoir vers qui on s'adresse. Donc, je dis que vous nous présentez, c'est vraiment très important, ces signes prédictifs. Mais comment vous faites le lien avec la PMI? Parce que là, je pense que c'est aussi un acteur dans l'accompagnement des familles, le médecin des PMI notamment. Eh bien, merci pour la question. Donc, les PMI, c'est un travail très compliqué parce que vous savez que ça dépend des conseils départementaux et qu'au sein des conseils départementaux, c'est quasiment cantonalisé. Donc, on essaye de travailler avec les PMI en les contactant quasiment une par une. Donc, c'est un travail qui va prendre des années. Mais aujourd'hui, effectivement, notamment la PMI du Nord, dans la Sarthe, on a eu des contacts très intéressants et ce sont des gens qui parlent de notre technologie, parmi d'autres, parce qu'elles ne peuvent pas faire de recommandations, mais elles proposent Malo. Et notre enjeu, effectivement, c'est de faire en sorte qu'il y ait un repérage précoce le plus tôt possible, parce que je vois qu'Isabelle, sur le chat, met un commentaire. Et effectivement, ce qu'on voit, on a des utilisateurs, nous, en Belgique, au Luxembourg, au Canada, en Suisse, et on sait que les signes prédictifs que nous, on repère très tôt, ce sont ceux qui sont utilisés par des neuropsies ou des pédopsies dans d'autres pays pour déjà arriver quasiment au diagnostic. Donc en fait, c'est prédictif. Donc on sait que il y a une publication de l'Université de Californie à San Diego sur les troubles du spectre autistique qui montre que à 24 mois, je crois, les repérages précoces sont faits. Les repérages précoces qui sont faits sont confirmés après à 8 ans dans 95% des cas. Donc on est très sûr de ce qu'on avance. Et du coup, pour les parents, effectivement, l'enjeu, c'est qu'ils connaissent le plus tôt possible Malo. Et s'ils n'arrivent pas à trouver dans leur tissu de soins local, parce que Malo recommande toujours d'aller voir son médecin traitant, on ne donne pas accès à des praticiens au sein de l'application, mais ils peuvent faire appel à l'annuaire de la Fédération française des 10, qui est un très bel outil, qui est accessible dans Malo, qui référence dans chaque département au moins 3 professionnels qui sont aujourd'hui référencés par la FF10, qui ont accepté de se faire référencer et vers qui les parents peuvent se tourner pour trouver un peu d'aide et éviter effectivement les errances diagnostiques qui concernent beaucoup d'enfants et qui sont des témoignages que l'on entend vraiment tous les jours chez Malo. J'ai une question. Est-ce qu'on peut le proposer à nos amis, par exemple, qui iraient à la maternité, et le proposer nous aux maternités, enfin aux sages-femmes, pour en parler aux parents, aux futurs parents? Alors c'est très intéressant. On vient de commencer, nous, effectivement, la recommandation au berceau. Il faut savoir qu'on peut s'inscrire dans Malo 3 mois avant la date du terme. Donc on peut s'inscrire pendant la grossesse. Et là où on a une valeur très intéressante sur le fait d'être recommandé en maternité, j'en ai pas parlé, mais aussi une action sur la santé mentale avec une aide au repérage précoce des dépressions du postpartum, qui concerne quand même aujourd'hui 15 à 20% des mamans en France chaque année. Et Malo permet de mettre des mots dessus et permet aux parents, aux mamans qui des fois ne s'autorisent pas à parler de ce mal-être, à trouver des mots et des interlocuteurs de proximité pour faire un pas vers la prise en charge de cette dépression du postpartum. C'est une aide au repérage, on ne fait pas un diagnostic là aussi, mais on aide à poser des mots sur une situation difficile qui peut être perçue. Et être recommandé par les sages-femmes, c'est super. Et là, on a commencé, il y a une première maternité qui parle de nous. Et là, j'ai une dizaine de rendez-vous pour parler. Une question plus pratique, plus pragmatique, entre guillemets. À partir de quel âge vous avez pu voir l'application faire des premières détections qui se sont avérées pertinentes par la suite? Oui. Alors, l'application a fait l'objet d'une évaluation clinique, donc un essai clinique. L'enjeu, c'est quoi? C'était justement d'évaluer la qualité des retours de Malo. Et donc aujourd'hui, on est à plus de 85% des retours de Malo qui sont confirmés par les cliniciens sur le terrain. C'est dans une évaluation clinique indépendante. Et on a fait une publication scientifique là-dessus. C'est à partir de 24 mois qu'on commence à avoir de la data très pertinente. Et effectivement, du coup, je vois deux points sur le chat. J'ai juste envie de répondre. Effectivement, nous, on ne change pas la prise en charge parce que le manque de professionnels formés en France est criant. Ce qu'on veut juste changer, c'est les parents qui errent parce qu'ils n'ont pas les mots pour en parler et que ça dure des années. Donc, on essaie juste de changer le haut vous voyez, le haut de l'entonnoir, essayer de le comprimer un peu. Mais derrière, effectivement, il y a un enjeu criant pour avoir les places chez les professionnels de santé et les prises en charge. Et j'espère qu'on ne déresponsabilise pas l'école,
mais qu'on aide juste les parents à utiliser les bons mots après et qu'on ne met pas le poids sur les épaules des parents. C'est pas du tout notre enjeu. On est nous-mêmes tous parents. On est concernés aussi par ces problématiques. Et notre enjeu est vraiment de fluidifier tout ça. Et le suivi n'est pas forcément obligatoire dès la naissance. Pour être vraiment fiable, l'idée, c'est de commencer quand même sur le sujet des troubles du neurodéveloppement avant 3 ans. Oui, et puis si je peux répondre partiellement également à la question de Claire, un bilan qui serait fourni par une application ne sera jamais reconnu par l'éducation nationale. Pour être totalement limpide avec vous, effectivement, c'est la croix à la bannière sur certains départements. Moi, je sais que sur l'académie où je suis élu, on a un ergothérapeute. Son délai d'attente est à 19 mois. Là, mais quoi qu'il en soit, arriver avec un bilan qui serait fourni par une application intégralement numérique, je sais que ça ne passerait pas en CDAPH et en reconnaissance par le médecin scolaire. Oui, d'un bien point sûr. de vue légal également, d'ailleurs. Tant d'un point de vue idéologique que d'un point de vue légal, ils ont besoin d'un bilan rédigé par un praticien. C'est un domaine sur lequel on porte également, nous, représentants de parents d'élèves, des interpellations très régulières au ministère. Pour leur dire que dans certaines situations, les praticiens, c'est pas qu'on veut pas y aller, c'est qu'ils n'existent pas. Mais quoi qu'il en soit, ça reste de la responsabilité du parent et ça reste obligatoirement le passage par un interlocuteur humain. Oui. Moi, je voulais dire que même si on avait tous les rendez-vous qui ont été faits, après, il faut se battre encore pour que les professeurs le prennent en compte, en fait. Et ça, c'est franchement, c'est pour moi la plus grosse des batailles, quand même. Alors, oui, ça c'est clair, à une nuance près, quand vous êtes dans le cadre d'un PAP et d'un PAI, ça relève de la bonne volonté de chacun, entre guillemets. Si vous êtes dans le cadre d'un PPS, ça relève du droit opposable. Ce qui veut donc dire que c'est un très très bon élément à rappeler d'entrée de jeu à un enseignant qui ferait un peu la sourde oreille, parce que ça relève d'un passage en justice, le non-respect d'un PPS, et quel que soit ce non-respect. Ce qui veut dire derrière que assez rapidement, vous pouvez faire changer de posture des enseignants. Ah bah franchement c'est super de savoir parce que voilà, le PAI et le PAP sont à la bonne volonté des enseignants, certes, d'accord, mais un PPS, une reconnaissance handicap non appliquée, ça relève de la justice, c'est du droit opposable pour discrimination d'élèves en situation de handicap. Ben moi c'est ce qui a été fait et les professeurs se moquent de mon fils devant les autres élèves en fait. Vous êtes sur quel secteur? Montélimar. Je vais vous demander de nous adresser un petit mail à l'adresse mail santé.prévention@pep.asso.fr et on essaiera de vous rapprocher d'un de nos représentants le plus proche pour vous aider à synthétiser tout ça. Oui, bonsoir. Je voulais dire au monsieur, je suis ravie de votre application de 0 à 7 ans, mais qu'est-ce qu'on fait? Vous avez dit après c'est psychiatrie, pas forcément. Il y a des enfants, monsieur, que leurs troubles sont détectés beaucoup plus tard parce que... Ah, mais c'est pas ce que je dis. Attendez, je finis, après vous développez, s'il vous plaît. Parce qu'il y a des enfants qui ont cette capacité-là de nous trimballer jusqu'à ce que ça devient trop énorme, l'apprentissage. C'est là qu'on découvre qu'il y a quelque chose d'autre derrière. Merci. Merci. Oui, alors je suis désolé que ça ait été entendu comme ça. Je disais que nous, les sujets que l'on développait dans l'application, on les développe jusqu'à 7 ans parce qu'après, à partir de 7 ans, il y a d'autres sujets qu'il faudrait suivre si on faisait une application de suivi de la santé, notamment sur la psychiatrie, les addictions, voilà, les comportements de l'enfant en collectivité, dans la famille. C'est tout un autre sujet qui se développe à partir de 8 ans, qui n'est pas celui développé dans Malo, qui s'intéresse à la petite enfance. Donc, je vous remercie, Monsieur Le Goff, et voilà, donc merci. Votre disposition pour aider aussi, on va faire connaître dans le réseau de la PEP. Voilà, je vais passer la parole à Madame Ziane, Madame et Monsieur Ziane, pardon. Bonsoir à tous. Nous sommes parents d'enfants, de 3 enfants, âgés de 17 ans pour le plus grand à 3 ans. Et on a développé donc une application qui s'appelle Iricia. Et Iricia, en fait, a été développée à la base pour mon fils, donc le plus grand qui a aujourd'hui 17 ans,
Alors, depuis toutes ces années, et malheureusement, j'ai toujours le constat que c'est toujours compliqué pour les parents des enfants qui ont des troubles 10. Ça reste encore un combat et un parcours du combattant, puisqu'on est passé nous-mêmes par pas mal de péripéties, notamment des scolarités à domicile. Enfin voilà, mon fils a fait des phobies scolaires, est passé par le harcèlement. Enfin voilà, ça a été très compliqué pour mettre des aménagements en place, etc. Et à l'époque, donc, aujourd'hui, il en a 17. On a déjà eu beaucoup de mal à le diagnostiquer. Mais avec de la chance, donc, mon mari est ingénieur en informatique et donc avait commencé puisqu'il avait un travail avec des ergothérapeutes, etc., avait commencé à travailler en fait avec les ergothérapeutes. Donc, quand il avait quelque chose à faire, avec même aussi, il y avait aussi l'orthophoniste, ça c'est un peu lié. En fait, il développait des outils et du travail. En fait, il adaptait un petit peu ce qui était donné, il l'adaptait informatiquement. Et donc, de fil en aiguille, et avec le travail en fait, des professionnels de la santé. En fait, surtout notre expérience à nous en tant que parents. Et notre expérience aussi à nous en tant que parents, des besoins de notre enfant, en fait, il a commencé à développer des outils sur le pouce. Et puis, ça s'est perfectionné au fur et à mesure du temps. Et donc, quelques années plus tard, en fait, on a créé donc cette application qui s'appelle Iricia. Et donc, Iricia, en fait, est une intelligence artificielle aujourd'hui. Qui est proposée donc sous forme d'application, donc qui peut être utilisée sur tablette clavier ou sur smartphone, puisque les troubles 10 c'est dans le cartable et pour la scolarité, mais le trouble 10 n'est pas qu'à l'école, donc c'est aussi dans la vie du quotidien. Et on sait que c'est très, très compliqué, ne serait-ce que des rappels au quotidien, c'est très éprouvant. Plus ça peut aussi créer des conflits. L'enfant, il est aussi, il se sent un peu infantilisé. Et donc, voilà, on a regroupé vraiment une partie pour l'aide au quotidien dans sa vie hors école de tous les jours, mais aussi dans le cartable scolaire lorsqu'il est en cours. En fait, pour une inclusion sociale et scolaire, en fait, les deux en même temps. Comme Jessica a dit tout à l'heure, malheureusement, les troubles 10 ne s'arrêtent pas à l'école. Donc, même dans la vie quotidienne, les troubles sont présents. Et là, on parle de troubles 10, mais en général, l'application Iricia vise les troubles cognitifs. Donc, on essaie de toucher vraiment un maximum de troubles cognitifs, justement afin d'aider les personnes touchées. Et cette intelligence artificielle, la beauté de ce travail, après, ça reste 10 ans de travail. Ça reste notre 4e enfant, c'est en quelque sorte. Et le but, c'est de vraiment aider en fait, au maximum, c'est ça. Et puis finalement, aujourd'hui, on se rend compte que l'application, elle aide finalement tout autant de personnes. On a des parents autistes qui sont aussi atteints de trisomie, qui ont besoin d'être cadrés, organisés, que ce soit dans les déplacements. Donc, on va vous mettre quelques images quand même. On va essayer de faire court parce qu'il y a beaucoup à dire. Voilà, donc en fait, Iricia, donc, elle est vraiment conçue donc, pour le scolaire, mais aussi donc, pour la vie du quotidien. Vous avez donc la liste des applications. Donc, le but, c'était aussi de regrouper plusieurs applications en une, puisque nous, on le voit aussi quand il a débuté sur des supports numériques à l'école. Il y avait des solutions qui existaient. 5 applications. Mais des fois, voilà, il jonglait avec 5 applications. Donc, en plus, il fallait fermer, réouvrir. Pour lui qui a déjà un trouble, il a une dyspraxie visio-spatiale. C'était très compliqué aussi de devoir jongler, ça l'aidait. Mais il y avait toujours quand même cette difficulté à chaque fois de fermer, de réouvrir. Et pour lui, c'est justement son handicap et c'est un problème. Donc, on a décidé de regrouper tout en un. Donc, vous avez un cartable scolaire, vous avez des rappels que les parents peuvent faire à l'enfant. Donc, c'est bien aussi quand ils vont gagner en autonomie. L'enfant, lui, peut se faire lui-même aussi des rappels pour apprendre justement à gagner cette autonomie et à s'organiser par lui-même. Les parents ont toujours aussi un regard, s'ils le souhaitent, sur ces rappels, en envoyer eux aussi. On a aussi une messagerie familiale pour que chacun puisse communiquer.
Il y a un système de géolocalisation qu'on a développé avec une carte 3D parce que c'est pareil pour la dyspraxie visuospatiale. La carte juste de GPS Google, ça ne lui correspondait pas non plus. Il arrivait quand même à se perdre avec cette carte. On a la mémorisation d'endroits. Donc pour l'autonomie, quand il a commencé à des déplacements à pied, c'était aussi pratique puisqu'il se perdait même dans les trajets habituels, quotidiens. Donc là, on pouvait dire, il programmait à pied le cabinet de l'orthophoniste, d'aller chez son ami. Donc c'était genre, Iricia, ramène-moi au cabinet de l'orthophonie. Donc du coup, elle le guidait. Si jamais il se perdait, il pouvait... il dit à Iricia, je suis perdue. En fait, il fonctionne vraiment comme une assistante. En fait, ça se rapproche de ce qu'on connaît au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire Siri, l'assistant Google, Alexa, etc. Sauf que là, Iricia, justement, la différence entre Iricia et Siri, par exemple, c'est que Iricia, c'est un cerveau artificiel où il y a beaucoup de noyaux qui sont autour. Et pour prendre l'exemple de Siri, c'est juste la compréhension, donc le traitement vocal. On dit une commande vocale et ça s'exécute. Iricia, c'est pas le cas. Iricia, au jour d'aujourd'hui, elle reconnaît plus de 12 000 objets du quotidien. Elle est dotée de la vision, elle peut utiliser la caméra justement pour pouvoir observer ce qu'il y a autour de la personne. D'ailleurs, pour une des solutions scolaires, c'est par exemple l'OCR où l'enfant il a juste, ou l'adulte, donc l'utilisateur a juste à prendre en photo un texte, Iricia le récupère automatiquement et peut même justement lire le contenu. Parce que l'objectif des personnes atteintes de troubles cognitifs, c'est de limiter en fait une tâche, à une seule tâche cognitive et pas le double. Là, le fait que Iricia puisse lire le contenu, l'utilisateur va juste se concentrer à écouter, donc non lire et essayer de comprendre en même temps. On a été dans cette démarche de créer un noyau autour, cette intelligence artificielle qui est dotée de vue, de parole, de mémoire à court terme, de mémoire à long terme, parce qu'on peut converser, on peut lui demander certaines choses. Comme un humain, on peut vraiment échanger avec. Et au jour d'aujourd'hui, comme on pouvait le voir, donc il y a tous ces outils qui sont déjà disponibles. Elle sait même compter la monnaie, etc. Donc en fait, c'est pareil. Après, c'est des solutions qui à la base ont été développées pour, par exemple, la dyscalculie. Donc le comptage de monnaie, ne serait-ce qu'à la boulangerie, des choses comme ça. Voilà, même pour les adultes, puisque le trouble 10 ne disparaît pas. Donc c'est aussi des solutions qui servent dans la vie de tous les jours. Et des adultes 10, je le répète, on reste des adultes 10, et également pour les malvoyants, pour le comptage de monnaie. Et donc, comme elle est également dotée de la vue, on est aussi en train de développer des outils qui pourront être utilisés pour les malvoyants. Par contre, aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur le cartable scolaire. Voilà. Et donc voilà, à l'heure d'aujourd'hui, Iricia propose un classeur qui est totalement adapté avec des tags couleurs, puisque les tags couleurs fonctionnent très bien avec les enfants 10. Le nôtre au début avait commencé justement avec des clés USB, avec des fonctionnements couleurs, gommettes couleurs pour l'organisation. Donc on a gardé en fait ce fonctionnement. Suite aussi aux différents ergothérapeutes avec qui on a pu travailler, ça, qui ont exactement. validé. En fait, il y a toujours un travail en fait continu avec les professionnels de la santé. Et donc, ça permet vraiment de pouvoir adapter au mieux les solutions et de travailler en fait continuellement dessus. Voilà. On propose également un emploi du temps qui est organisé. Et comme donc il y a l'intelligence artificielle qui intervient, donc ensuite elle peut donc donner toutes les informations à l'enfant ou aux parents concernant l'emploi du temps, son organisation au quotidien, ses cours, qu'est-ce qu'il a comme matière après. Voilà, s'il a sport, elle va aussi lui rappeler, par exemple, de ne pas oublier son sac de sport. Si elle détecte, pour son agenda, que dans son emploi du temps, que l'enfant a sport, effectivement. Donc, elle va faire le lien et s'assurer que l'enfant n'a pas oublié son sac de sport, par exemple. Ou d'anticiper justement la préparation au sac de sport, justement, pour le lendemain. Enfin, voilà, veiller à toutes ces choses qui sont aussi reliées au rappel.
Ensuite, on a la pause de calcul, qui est plus là pour le cycle primaire. On a donc un OCR où donc vous prenez en photo, en capture d'écran, un courrier, un cours, etc. Iricia l'adapte automatiquement au profil de lecture de l'enfant et lui lit le texte. Voilà, donc ça peut aussi même soulager quand on peut lire, mais qu'ensuite on est trop fatigué, là en fait elle peut prendre la relève On et le lire une verra page. juste après ça justement. Voilà, vous avez une calculatrice vocale qui est aussi très pratique donc pour les dyscalculiques, donc même dans la vie du quotidien c'est très pratique. L'orthographe vocale, comment s'écrit, puis on peut donner une phrase, des mots, et donc elle va le mettre par écrit. Vous avez l'annotateur de PDF, on a une ardoise, la conjugaison, les recherches simplifiées, parce qu'on s'est aussi rendu compte que les recherches pour les enfants 10, c'était très compliqué. Donc, dans ce contenu, donc voilà, donc vous voyez, il y a donc j'en étais où, voilà, recherche simplifiée, puisqu'on s'est aussi rendu compte que quand il avait des exposés ou des recherches à faire, finalement, il passait des fois 1 heure à surfer sur le net sur tous les sujets, il ouvrait plein de fenêtres, mais au final, le travail n'avait pas trop avancé. Donc, on a commencé en fait à faire on propose notre source en fait de contenu, et quand nous on n'a pas encore tout rempli, donc là elle va chercher et elle va puiser sur internet. En fait, elle est dotée d'une capacité où elle peut aller. En fait, l'intelligence artificielle, elle se base sur ce qu'on appelle du deep learning et du machine learning. En bref, ça veut dire que on lui donne des tâches à accomplir, et elle va s'occuper de l'apprentissage automatiquement. Oui, pour les recherches. D'ailleurs, on va enchaîner directement sur la suite, comme ça on arrivera sur les recherches. Au lieu de discuter, ça serait bien d'avoir un petit visuel. Alors, là, on a le classeur. Voilà, donc là, c'est le classeur en fait, donc d'Iricia, donc qui est fait qu'avec en fait des tags couleurs. Donc l'élève en fait choisit la couleur pour ses matières. Ou si adulte, je l'utilise dans le travail, du coup je le nomme autrement, mais voilà, c'est... L'objectif, c'était que l'enfant ou l'adulte, donc l'utilisateur, puisse associer une couleur dans le cadre d'un enfant, à un cours, comme là par exemple on voit le français, SVT, maths, histoire, géo, et une fois qu'il clique sur la matière, là il arrive directement sur les différentes matières en fait de la matière principale. Voilà, comme là dans notre cas français, donc on a dictée, conjugaison, grammaire, etc. Donc là le but c'est que l'enfant puisse se retrouver facilement, et l'avantage, vu que c'est une intelligence artificielle, c'est qu'à l'aide du micro qui se trouve constamment, qui est visible partout, l'enfant pourra demander par exemple, ouvre-moi le dernier cours d'orthographe, ouvre-moi le cours d'histoire sur Napoléon par exemple. Ça permet aussi aux enfants qui n'ont, parce qu'il y en a qui peuvent l'utiliser sur clavier, mais on a aussi des enfants qui sont malades ou hospitalisés et qui l'utilisent également, c'est-à-dire des fois qui n'ont pas l'accès, ou avec des cathéters, des choses comme ça, ou avec les mains, de pouvoir même écrire sur le clavier. Donc du coup, le fait que ce soit aussi vocal, ouvre-moi ma poésie, ouvre-moi, voilà. Donc du coup, ça permet aussi, ça facilite les choses à ce niveau-là. Et là, on peut voir un aperçu justement de l'éditeur on peut voir les boutons, donc les différents menus. On a la possibilité c'est ce qu'elle disait Jessica tout à l'heure, le profil de lecture, c'est-à-dire que dès la première utilisation, l'utilisateur va pouvoir choisir la couleur de police justement qui ont été choisies à l'aide des ergothérapeutes et tout ça. Donc c'est des polices spécialement dédiées pour les troubles 10, etc. On peut choisir le fond, la couleur de fond du texte. Donc, il y en a qui sont à l'aise avec du blanc, il y en a qui sont à l'aise avec une couleur foncée, etc. Là, on est vraiment à la recherche du confort visuel. Nous avons un accès avec le petit livre ici, c'est l'accès à la conjugaison, qu'on pourra voir un petit peu plus loin. On a la recherche, donc que ce soit dans l'encyclopédie ou dans le dictionnaire. On a la pose de calcul. Et tout est adapté et travaillé justement pour les troubles, et que ce soit adapté en fait au plus de troubles possible. C'est ça. Il y a juste
juste au niveau des mathématiques, où on a vraiment, nous, on s'est vraiment pour l'instant concentré sur l'organisation et le visuel de profil de lecture. Il y a vraiment la partie encore géométrie à plus développer au niveau de ce visuel. Voilà. Tout ce qui est graphique, etc., pour l'instant, c'est pas encore développé. Après, nous avons aussi le prédicteur de mots. Donc là, l'utilisateur pourra commencer à taper et Ericia va lui suggérer donc les mots qui vont aller avec la phrase. On a aussi la possibilité de surligner, la possibilité d'ajouter une photo, la possibilité de faire une traduction. Bon, là, au jour d'aujourd'hui, il a fait la traduction en utilisant 5 langues, mais en sachant que Ericia a la capacité de parler plus de 100 langues. Donc là, c'est juste une question de moyens techniques où nous sommes obligés de brider certaines solutions, malheureusement. On a la possibilité aussi d'agrandir le texte, de le diminuer, de rajouter de l'espace entre les lettres, diminuer, pareil, les espaces entre les lignes, colorier un mot sur 3. Et les phrases, donc de plusieurs possibilités vraiment pour un confort en fait vraiment le plus adapté possible pour la lecture et en fonction de chacun. Voilà. Là, par exemple, on a la recherche où l'objectif, c'était toujours dans le but de ne pas se retrouver à sortir d'une application, de perdre là où on était, etc. C'est de tout garder en un seul affichage. Là, par exemple, on a la recherche. Ericia a la possibilité de lire justement le contenu, si le contenu il est long. Donc là, l'utilisateur pourra vraiment avoir accès à son cours ou à ses notes ou autres, et aussi effectuer des recherches. On a aussi la pose des calculs, on a aussi l'accès aux tables de multiplication, tout se transcende, etc. en fait sur le même écran pour que l'enfant en fait n'ait pas à toujours fermer, remettre, et c'est vraiment pour son confort et éviter les doubles tâches et qu'il puisse se redéconcentrer. Enfin voilà, c'est. Là, dommage, je viens de me rendre compte que j'ai pas pris le menu du bas qu'il y a en dessous. En fait, c'est celui-là. Bon, l'image, elle est petite, on ne peut pas voir grand-chose. Là, en fait, on a un bouton play pour justement qu'Ericia lit le contenu qu'il y a. On a le bouton micro parce qu'on peut faire aussi de la dictée vocale si on est à la maison, etc. Donc, on peut dicter à Ericia un texte. Donc, Ericia le lit, elle pourra donc écrire, le lire, etc. On a un appareil photo pour pouvoir prendre un document pour récupérer le texte présent, comme elle a dit Jessica tout à l'heure, que ce soit une lettre, que ce soit un cours, etc. Au jour d'aujourd'hui, elle reconnaît plusieurs types de police, mais que numérique. Donc, pour l'instant, l'écriture manuscrite, elle est en cours d'apprentissage, mais comme j'ai mentionné tout à l'heure, nous sommes bridés en termes de serveurs, etc. Donc, il y a certaines solutions qui ne sont pas encore disponibles. Mais ensuite, voilà. Par exemple, l'élève pourra prendre un cours avec une écriture donc manuscrite, celui de son copain, par exemple. Et donc, Ericia, en fait, l'adaptera automatiquement avec son profil de lecture et en numérique. Et ensuite, donc, le transférer et faciliter aussi les transferts de documents et les échanges avec le professeur. Exactement. Et ce qui est bien aussi, c'est que le professeur pourra envoyer, par exemple, le cours et Ericia, elle va s'occuper de la mise en forme automatiquement. Il a juste à coller le texte et le cours ou la note ou peu importe va s'adapter à son profil de lecture où il sera à l'aise, il pourra lire, il pourra compléter un texte, il pourra faire rajouter des notes, etc., etc. Et pourra aussi, bien sûr, envoyer les documents directement par mail via Ericia. Ce qui veut dire que quand, notamment pour les collégiens et les lycéens, quand ils sont sur un ENT et que l'enseignant fournit la trace du cours complète, ils peuvent le copier-coller directement dedans pour obtenir un cours mis en forme à leur confort de lecture. Exactement. Et là, nous sommes en train de travailler sur une solution où on sélectionne directement le fichier, donc on upload directement le fichier, comme ça on n'aura pas à faire un copier-coller pour simplifier. Et aussi, nous travaillons afin de, bon, après on ne va pas rentrer dans les détails des agréments. En fait, l'objectif, ça serait également en fait, de pouvoir inclure directement la connexion directement. Les documents seront récupérés
et tout ça. Au même titre que ceux qui utilisent Google Drive ou la Dropbox parce que… Ça fait qu'en fait, par exemple, les devoirs qui sont directement sur le NT, en fait, Iricia pourrait également en faire les rappels. Ça veut dire, en fait, elle va chercher donc dans les notes et les devoirs qui ont été donnés par les professeurs. Iricia pourra faire le rappel. Attention, là, tu as ton exposé dans 15 jours, etc. Voilà, donc ça, c'est l'objectif pour les futurs développements. C'est pas les idées qui manquent. Voilà. Après, c'est les… En fait, après, on s'adapte aussi vraiment en fonction des demandes, des besoins. C'est pour ça que c'est vraiment un projet qui est collaboratif. C'est plein de rencontres, d'échanges avec des parents, des enseignants, de professionnels de la santé. Et en fait, chacun apporte ses besoins. Ce qui aide un élève en aidera un autre. Et en fait, c'est du développement continu, de l'amélioration en continu. On est un peu bridé sur les moyens financiers et technique pour l'instant, mais voilà, c'est qu'une question de temps. Voilà, c'est une question de temps, mais c'est voilà, tout ce qui peut aider en fait en solution, on peut l'adapter, le développer vraiment comme un peu du sur-mesure pour l'élève. Donc même en tant que parent, si vous avez besoin d'une solution ou de nous dire tiens, ça ce serait bien d'ajouter ou de pouvoir faire ça, nous on peut le développer et l'inclure directement dans la solution. Parce que l'avantage justement qu'on a, c'est que la tâche de travail est divisée, on peut dire, par 10, en sachant que c'est une intelligence artificielle. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est basé sur de l'auto-apprentissage. En fait, elle ne demande qu'à apprendre, cette IA. Elle ne demande qu'à apprendre et c'est très facile pour elle d'apprendre. En sortant, par exemple, du cartable scolaire, par exemple, même pour les trajets, je ne suis pas constamment derrière mon application, mais… par exemple, Iricia va me prévenir quand mon fils est arrivé au lycée. Donc, il prend une correspondance et un bus le matin. Et donc, dès qu'il arrive devant le lycée, Iricia me dit, voilà, Yanis est bien arrivé au lycée. Et donc, c'est aussi une sécurité, mais sans forcément être derrière. Lui, ça le rassure également. Et voilà, c'est plein de solutions vraiment pour l'autonomie de la personne. De la personne, voilà. Parce que l'objectif, comme avec Yanis, si tu te rappelles, et je pense qu'il y a tous les parents ont connu ça, c'est va te brosser les dents, est-ce que tu t'es brossé les dents, etc. etc. C'est ça. Là, on peut justement, à travers Iricia, le laisser se responsabiliser, ne pas être constamment derrière lui parce qu'on reste des parents, on est fatigué après une journée de travail et tout ça, donc pour éviter tous les conflits, etc. Là, ce qui est bien, c'est que bizarrement, les enfants, concernant la nouvelle technologie, ils n'ont pas de problème. Hein. Là, oui, on a eu… C'est plus facile et puis ça génère moins de conflits aussi. L'enfant, il prend aussi confiance en lui, il apprend aussi puisque rien n'est vraiment automatisé non plus. Enfin, Et aussi, l'objectif, c'était de le responsabiliser un petit peu tout en l'aidant de loin. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, comme il devait prendre les médicaments, on a demandé à Iricia, on disait, Iricia rappelle à Yanis de prendre ses médicaments quand il arrive à la maison. Donc là, on n'a pas besoin de regarder la géolocalisation tout le temps, de fliquer derrière lui. Non, c'est une fois qu'il rentre à la maison, elle lui demande justement de prendre ses médicaments. Suite à ça, elle va venir s'assurer que le médicament a bien été pris. Si c'est le cas, donc il a bien pris ses médicaments, nous, parents, Iricia nous transmet le message en disant c'est bon, il a pris ses médicaments. Voilà, nous, on peut continuer notre travail ou autre. L'enfant, il n'a pas été harcelé derrière. Est-ce que tu as pris tes médicaments? Est-ce que tu es sûr? Est-ce que, etc., etc. Donc l'objectif d'Iricia, c'est vraiment ça, de pouvoir aider et la personne ayant des troubles cognitifs, mais aussi la famille qui est autour. Parce que ce n'est pas évident, vu tout le parcours que les parents traversent, justement, pour le diagnostic et tout le suivi derrière. Voilà. Sinon, on vous invite à aller la découvrir, à la télécharger. Et en fait, elle est en évolution constante. Et si vous voulez faire aussi partie des développements, apporter vos idées et de nous rejoindre, voilà, c'est bienvenu. Voilà, maintenant, je pense qu'on laisse les questions. Merci. Oui, merci pour cette présentation. Alors moi, je voulais juste, vous disiez qu'avec l'intelligence artificielle, votre travail est réduit par 10. Oui. Moi, je voulais simplement souligner, je vous ai rencontré il y a à peu près 5 ans. Je vous suis depuis 5 ans. Vous avez traversé toute la France pour pouvoir développer cette application. Et je vois le travail qui a été fourni. Ce n'est pas juste divisé par 10. Pour fournir tout ce travail, ça a été une somme énorme. Et je suis effectivement, au départ, c'était pour votre enfant, mais là, vous l'avez fait de façon inclusive pour un grand nombre de personnes, enfants, ados et adultes. Et bravo pour votre travail. Mais voilà,
en constant développement. Si vous pouviez faire une petite parenthèse sur les classes, vous m'aviez expliqué que vous aviez des classes témoins ou des classes qui le testaient. On est donc dans cette communauté en fait d'Iricia, on a des enseignants et donc qui commencent aussi à le mettre en place dans les classes, à le tester, à les tester entre collègues aussi, nous faire les retours sur ce qu'on peut améliorer, ce qu'on peut mettre en place. Et donc l'objectif, il serait aussi surtout qu'Iricia en fait soit utilisable là pour les examens. Puisque le tout, c'est pas non plus d'utiliser un outil jusqu'à arriver au bac. Et puis ensuite, quand l'élève a l'habitude d'utiliser cet outil, le jour de l'examen, c'est compliqué. Et on sait que les emménagements, les outils, etc., reste quand même très compliqué lors des examens. Donc ça, c'est encore un autre sujet. Mais voilà, je vois juste une question concernant l'application, si elle était payante au niveau des tarifs. Alors nous, on a fait beaucoup de sacrifices familiales. On a tout le temps fait du développement. On a maintenu les serveurs et tout ce qui était financier en fait à notre propre charge. Donc ça a été, c'est pour ça qu'on dit que c'est vraiment notre bébé. Et à l'heure d'aujourd'hui, donc on est à un tarif entre 3,99 € pour une personne seule. Un tarif de 7,99 € pour un adulte et un enfant, puisque c'est relié avec la géolocalisation, les rappels, etc. Et c'est 9,99 € pour une famille en nombre illimité. À savoir, donc, c'est des tarifs qui sont mensuels. Et il y a une possibilité de remboursement par la MDPH lorsqu'il y a une prescription aussi par les ergothérapeutes. Et on travaille justement à contacter les MDPH, à faire découvrir l'application et qu'elle soit aussi prise en charge. Et on y travaille aussi avec les mutuelles justement pour offrir ou prendre en charge une partie pour les clients. Alors, vous disiez, on vous a fait faire une présentation ce soir avec un temps limité. Alors après, il y a d'autres applications, il y a d'autres choses. Là, c'est une partie de ce que vous avez présenté. Et après, est-ce qu'il y a la possibilité de le tester gratuitement? Et d'ailleurs, elle est gratuite pendant 15 jours, l'application. Donc, vous pouvez la tester pendant 15 jours. C'est sans engagement. Donc, après, vous pouvez très bien l'utiliser ou payer pour un mois. Il y a aussi des abonnements à l'année puisque les remboursements par la MDPH ou mutuelle se font à l'année et pas mensuellement. L'application Iricia, elle a également été élue pour un projet donc innovant, donc coup de cœur de l'innovation et de l'inclusion en 2020 justement. Et on travaille justement avec les partenaires de la région et voilà, on tente à développer cette application à un petit peu plus grande échelle et nous donner un coup de main financier. Voilà. Alors, il y a une question, est-ce qu'il y a un code de jumelage pour la tester pendant 15 jours et comment faire pour vous contacter? Vous pouvez nous contacter soit par, justement, il y a l'adresse mail contact@iricia.com ou très simplement via notre page Facebook où on est très réactif, on échange, on répond vraiment rapidement, on est constamment dessus. C'est le meilleur moyen au jour d'aujourd'hui. Sinon, donc, elle est disponible sur le Play Store et sur Apple Store. Il y a continuellement fait des mises à jour en fonction des nouvelles solutions qui sont soit améliorées, soit de nouvelles solutions. Et voilà, on avance lentement, mais on avance. Oui, le code de jumelage, justement. En fait, l'application, elle s'installe sur le smartphone du parent et elle s'installe sur la tablette ou le smartphone de l'enfant. Et les inscriptions se font sur les deux téléphones. Donc, sur celui du parent, le parent s'inscrit normalement. Et après, une fois créé le compte de l'enfant, là, vous obtiendrez un code de jumelage et ça va se jumeler automatiquement. Et là, si vous cliquez par exemple sur géolocalisation, vous pourrez voir le prénom ou le surnom que vous aurez donné à votre enfant. Voilà. Et on travaille également sur une version juste pour l'ordinateur. Donc là, voilà, pour ceux qui ne sont pas équipés de tablettes ou de smartphones et qui souhaitent utiliser uniquement le cartable scolaire sur l'ordinateur. Oui, c'était la question suivante que j'allais vous poser. Est-ce que vous avez envisagé un portage, sur ordinateur, notamment pour les élèves qui sont en fauteuil et qui, eux, sont fréquemment équipés directement d'un ordinateur portable pour éviter d'avoir à sortir les deux périphériques pour l'utilisation? Oui, bien sûr. Au jour d'aujourd'hui, sous Mac, elle est disponible et sous Windows, d'ailleurs, c'est la dernière plateforme qui nous manque.
sous Windows, justement, on est en train de travailler là-dessus. On rencontre quelques contraintes parce que sous Windows, c'est pas, voilà, on n'est pas sur du smartphone où on peut interagir facilement avec la caméra, etc., etc. Donc, ça prend un peu de temps, mais on réfléchit justement et on travaille sur la version pour Windows. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tous les documents ou par exemple, qui ont été créés depuis une tablette sont portables, quoi. Donc, on peut les récupérer depuis un autre un ordinateur ou enfin un Mac ou une autre tablette, etc. On a une version des cours ou des notes qui sont enregistrées directement sur la tablette, enfin sur le périphérique, et une version qui est enregistrée sur le cloud qui permet justement de pouvoir les récupérer de n'importe où. Et aussi, par contre, vu qu'on parle d'enregistrement, c'est que tout le travail qui est fait par l'enfant, donc quand il utilise le cartable scolaire d'Iricia, c'est enregistré automatiquement. Ça veut dire que justement pour les élèves qui oublient d'enregistrer ou qui ferment l'ordinateur, ensuite qui vont dans une autre salle ou autre, tout est enregistré et, par mesure de sécurité. Voilà, c'est par vécu. Donc on l'a intégré. On l'a intégré parce que voilà. Les cours qui non mince, j'ai oublié de sauvegarder, j'ai plus de batterie et du coup ça s'est effacé. Voilà. Il fallait trouver une solution. Voilà. Donc comme ça déjà c'est aussi un souci en moins sur les enregistrements de cours. Ok, merci pour cette présentation. S'il y a d'autres questions qui. Oui, excusez-moi, je suis en voiture maintenant. Voilà, il y a alors donc bien sûr le logiciel. Le logiciel, effectivement, il est pris en charge par la MDPH. Je crois qu'il y a quelque chose à creuser pour les examens parce que le décret des examens dit que l'enfant, enfin le jeune, le candidat doit utiliser le matériel qu'il a l'habitude. Donc si la MDPH reconnaît le matériel, je pense que vous devez vraiment creuser là parce que là, il y a un point de droit qui n'est pas respecté. C'était juste une aparté là-dessus parce que ça me chiffonne un peu, quoi. Voilà. Et préciser et aller au-delà pour abonder le propos de Marie-Françoise, puisqu'on est représentant de parents d'élèves et qu'on va jusqu'au bout du truc, on siège à la commission scolaire du Conseil national consultatif des personnes handicapées. Et nous sommes en plein bilan avec la DGESCO des outils qui sont régulièrement prescrits au 10 de façon à justement revoir ceux qui seront ou non autorisés aux examens. Donc je reviendrai peut-être très rapidement vers vous pour que on vous mette en relation avec eux de façon à ce que vous puissiez faire une présentation en même temps que les autres outils qui risquent d'être tamponnés par l'éducation nationale incessamment sous peu. C'est parfait, très merci. Bien. Alors, pour ce qui est de la prise en charge par la MDPH, je vais être très caricatural, mais c'est relativement simple. Parce que, contrairement à bon nombre de démarches, dans la mesure où l'application vous est prescrite par un ergothérapeute, dans la reconnaissance handicap, vous pouvez demander un financement des coûts tiers. Donc, ce que l'on appelle les coûts tiers, c'est un rendez-vous régulier chez un psy, chez un ergo libéral et ainsi de suite, qui sont couverts par l'allocation enfants handicapés. Et là, ce genre d'application peut être intégré à cette demande de remboursement. Totalement. Oui, c'est bien ça. C'est par ordonnance, en fait, prescription du professionnel de la santé. Et là, donc, le but, c'est aussi, du coup, qu'il y ait des professionnels de la santé, ergothérapeutes, etc., qui nous découvrent de plus en plus, quoi. Voilà. Et qui découvrent les solutions et qui viennent même, justement, pourquoi pas, collaborer aussi avec non, je dis ergo parce que bien souvent, les prescriptions, les préconisations de matériel adapté passent par l'ergo. Oui. C'est pas forcément que l'ergo, mais dans 95% des cas, ce sont les ergos qui font la préconisation, notamment de matériel informatique adapté, d'outils numériques et ainsi de suite, et c'est eux qui seront le plus pertinents pour défendre, entre guillemets, la prescription de ce type d'outils. Quelle classe, en fait, peut être utilisée l'application? Jusqu'à l'université, même au travail. Voilà. En fait, à l'heure actuelle, puisque les chiens ne font pas des chats, j'ai également des troubles 10 que j'ai connus bien après sur le tard. Je pense que j'ai plus compensé que mon fils à l'époque. Enfin, voilà, c'était pas non plus sur le même degré. Mais oui, je l'utilise aussi dans ma vie quotidienne et au travail. Voilà. Donc, le classique
Penseur, l'OCR, enfin la notation de PDF. Voilà, c'est des outils qui restent quand même très pratiques et que j'utilise au quotidien. Donc même après ma vie scolaire, voilà, je l'utilise Oui, donc au travail. il n'y a pas de limite. C'est ça. La seule chose, c'est vrai, c'est que, comme je disais tout à l'heure, on s'est vraiment concentré sur toutes ces solutions-là. Il reste encore, je l'espère, dans les développements futurs, se concentrer un peu plus sur la partie mathématiques, géométrie et d'avoir des outils un peu plus adaptés. Et pour l'instant, on a intégré GeoGebra par compensation un petit peu. Alors, c'est pas non plus l'outil favori de mon fils, mais voilà, c'était aussi pour pouvoir intégrer quand même une solution dans l'attente que nous puissions développer nos propres solutions de géométrie, d'algèbre et de développer cette partie-là. Non, je pensais, est-ce qu'il y a une possibilité de faire du Python dans l'application pour les lycéens qui maintenant doivent faire du Python et c'est un vrai problème pour les 10 parce que la programmation pour les 10 c'est un vrai sport. Je suis dans le domaine au départ et l'adaptation des outils c'est quelque chose. Et du coup, y a-t-il la possibilité de créer du code à l'intérieur d'Iricia ou pas? Justement, on a des jeux éducatifs qui, bon là pour l'instant sont indisponibles, mais on va les relancer petit à petit. Et c'est une bonne idée de pouvoir intégrer aussi un éditeur Python avec la possibilité de l'exécuter et tout ça. Bon, après, ce qui est en projet, c'est de pouvoir justement, enfin, ça a été développé d'une manière où on aimerait que ça soit open source dans un futur, on va dire, moyen, pas maintenant, mais un petit peu plus tard. C'est de laisser aussi la place aux développeurs de pouvoir ajouter leur pierre à l'édifice et de leur apprendre des choses. Et effectivement, rajouter des petits, enfin, un éditeur Python ou autre, un langage de programmation, ça sera non seulement un outil d'apprentissage pour l'enfant, mais il pourra aussi participer, donc le challenger en participant à créer quelque chose que les autres vont pouvoir utiliser et aussi, bien sûr, il sera aidé et assisté par Iricia dans la construction du code, les explications des fonctions, variables, enfin tout le tralala de la programmation. Mais c'est une bonne idée, c'est quelque chose à inclure. Donc, le prochain jeu éducatif, bah, ça sera du codage. Et pour répondre à votre question, Sandrine, parce que j'imagine que cela concerne un lycéen et qu'il est confronté à des problèmes quand il s'agit de lire et de rédiger du code pour Python notamment, je vous conseillerais de vous pencher sur ce que l'on appelle un IDE, donc l'éditeur de développement, voilà, qui s'appelle le PyCharm ou Jupyter Notebook, qui sont les deux éditeurs qui intègrent le plus de possibilités de personnalisation visuelle de votre code, ce qui permet pour les 10 d'avoir du code qui est quand même correct à l'exécution, mais adapté à leurs troubles visuels. Oui, ça restera visible, exactement, oui. Vous aviez dit aussi que vous étoffiez l'équipe de développement. Est-ce que vous prenez des stagiaires aussi de 6 mois ou des stagiaires longs? Alors pour l'instant pas du tout, puisque pour l'instant on est toujours à développer en fait l'application. Oui, en tant que. Il est encore seul en tant que Papa Geek pour l'instant. Les choses ne se sont pas encore bien développées. Après il y a des choses à mettre en place. On n'a pas des locaux pour pouvoir accueillir justement les stagiaires au jour d'aujourd'hui. Voilà. Après on nous a sollicité aussi pour intégrer la French Tech, faire des choses, etc. C'était pas vraiment notre objectif de départ, mais il faut aussi lever des fonds, on en a besoin parce que les serveurs, etc. Plus on veut aller dans les solutions innovantes et ça a un coût. Mais pour l'instant, on avance en tant que parents avec l'aide de cette communauté, donc les choses vont un petit peu plus lentement, mais en fait, on aime aussi ce fonctionnement-là et c'est pour ça qu'on a mis des petits abonnements. On essaye plutôt de trouver une solution de réinvestir en fait ces abonnements-là pour les développements et de trouver aussi des partenaires et des solutions pour les utilisateurs comme la MDPH, toutes ces choses-là. Donc on n'a pas encore d'équipe.
on n'a pas encore vraiment De bureau. voilà, de stagiaires, de bureau. On le fait encore tout chez nous. Mais voilà, quand ce sera le cas, oui, et on y tient justement. Et on sait qu'il y a tellement d'enfants, enfin des 10, de personnes en fait atypiques qui justement par certains fonctionnements ont du mal à s'intégrer parfois dans certaines entreprises ou même en tant que stagiaire parce qu'il y a des choses sur lesquelles des fois il faut tenir compte. Nous, on connaît ce handicap, ces difficultés, mais on sait aussi qu'il y a un potentiel dingue derrière, souvent, et qu'il faut juste en fait l'exploiter. Donc, d'avoir aussi des stagiaires 10, etc., ou voilà, qui sont. En fait, c'est ça. Bah, de toute façon, dans les offres de stage ou d'emploi qu'on compte mettre en place, c'est profil atypique est un plus. Après, je ne sais pas si c'est de la discrimination, mais profil atypique serait un plus. Voilà. Bah, disons en admettant que ça soit de la discrimination, celle-ci est tellement positive et tellement rare qu'on va laisser passer, dirons-nous, parce que en général, les profils atypiques sont pas vraiment recherchés, donc pour le coup, c'est bienvenu, n'hésitez pas. Et justement, parce qu'il y a tellement de choses positives à en tirer une fois que les outils sont bien adaptés, que la personne a confiance. Enfin, il y a tellement de choses à. Nous, on a rencontré des personnes, enfin vraiment incroyables, autant de professionnels. On a des enseignants qui étaient 10. La première orthophoniste de mon fils était dyslexique, et voilà, on l'a bridée un peu, et puis au final, elle y est arrivée. Donc, c'est aussi des beaux messages d'espoir, et il faut plutôt aussi voir ces choses de ce côté-là. Parce que, voilà, on en parle quand même de plus en plus qu'il y a 10-15 ans en arrière, quand on a vraiment commencé les tout premiers outils, en fait. Oui, sur le pouce, que sur les papiers. et puis même pour les élèves et les enfants aussi, de voir que l'ergothérapeute, elle a aussi des troubles 10, ou que l'enseignant, voilà, ça leur donne aussi de l'espoir et de la confiance. Et tout se joue sur la confiance en soi, ça c'est clair. Ça joue énormément. Oui. Ça joue énormément. Et des fois, un petit rien, une petite solution, un cahier adapté, une application, enfin voilà, ça a l'air d'être parfois, mais ça peut vraiment aider, et ça fait toute la différence sur l'estime et la confiance de soi pour ces enfants, parce qu'ils ont déjà peu confiance en eux, donc voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. Eh ben, merci. J'invite les gens à aller voir directement sur l'application, sur la page Facebook ou d'autres moyens. Et après, on va laisser la parole à Bruno, qui a d'autres choses à nous proposer. Alors, oui, enfin, pour le coup, on va rester dans le domaine des outils du quotidien et des outils plus pragmatiques, parce que on a énormément de préconisations pour des outils pratiques, mais on en a quelques-uns qu'on a sous le coude et dont on n'a pas forcément conscience et connaissance, notamment pour les utilisateurs sur ordinateur. Et c'est un plan qui nous a été qui est en cours de création pour une formation à destination des enseignants sur l'Académie de Dijon, une formation que j'animerai. Pour justement réussir à s'emparer des outils du quotidien pour se faciliter la vie quand on est dyslexique ou quand on est parent d'un enfant dyslexique. Alors, je vais très rapidement revenir sur les typographies adaptées, mais c'est vraiment la base du minimum en termes d'utilisation du quotidien, parce que avoir une typographie qu'on est en capacité de lire, c'est vraiment le minimum. Donc, j'ai établi une petite liste de ces typographies. Je vais vous mettre cela à l'écran à l'instant. Et puis, on est en cours de développement, je suis en cours de développement d'un outil en ligne à destination des parents, des enseignants, mais aussi des orthophonistes qui voudront s'en emparer pour... attendez, le temps que je retrouve mon document, pour générer des fiches de tests de fluence avec diverses typographies adaptées, avec un certain nombre de mots, ce qui permettra à terme de prendre un texte de base, de le coller dedans et de
demander à l'outil de le segmenter avec un nombre de mots très similaire par paragraphe, de proposer chacun de ces paragraphes avec une police différente. Et ça permet aux parents ou aux professionnels ou à l'enseignant, tout simplement, qui se pose des questions, de générer un test, de le faire lire à l'élève et de voir sur quelle police il est le plus à l'aise, laquelle il décrypte le mieux, de façon à lui proposer d'utiliser cette typographie-là autour de ses cours. Donc le document que je vous mets à l'écran est un document de travail entre guillemets, puisque c'est pas encore sous la forme d'un PowerPoint, voilà, mais ça regroupe déjà une petite quantité d'outils et je vais vous présenter ça au fur et à mesure. C'est vraiment des outils du quotidien qui sont gratuits, qui fonctionnent sur à peu près tous les supports, de façon à vous faciliter la tâche. Donc, quand on commence à parler de typographie adaptée, le gros problème que l'on rencontre à l'heure actuelle, c'est que bien souvent, les quelques typographies qui sont disponibles sur les ordinateurs de l'éducation nationale, mais aussi sur les ordinateurs des particuliers, sont les typographies classiques. Ce qui fait que la préconisation de base, c'est qu'on met de l'Arial et qu'on varie le corps et l'interlignage du texte en se disant que ça va faire le café. Ce qui n'est pas le cas. C'est fonctionné, mais c'est pas le cas pour tous. Sinon, les diverses polices qui peuvent être testées sont celles qui sont disponibles par défaut sur un ordinateur. Ce qu'il faut savoir, c'est que des polices qui ont été créées à destination des 10, des malvoyants et ainsi de suite, il y en a maintenant une petite dizaine. Qui sont gratuites pour l'ensemble, à commencer par Sassoon. Sassoon qui est une police destinée aux élèves jeunes lecteurs, c'est-à-dire pour des élèves qui ont commencé à lire avant le CP et pour éviter que ça ne crée, et parce que c'est fréquemment le cas, que ça n'installe des troubles dans le déchiffrage sur le long terme. Sassoon est une police qui a été pensée comme ça pour leur faciliter la vie. Tiresia, ce que vous voyez ici en exemple, est une police qui a été conçue, pas par moi, hein, mais par le MIT, à destination des déficients visuels, pour limiter les confusions spécifiques, même si vous pouvez le voir, elle reste assez basique dans sa conception. On a également des polices du quotidien telles que Handicap, qui est faite pour limiter les confusions BQ, qui sont des confusions classiques chez les élèves 10. Et enfin, Lexia et Lexia Readable qui ont un peu la même vision sur le long terme. Les deux, excusez-moi, je salue ma fille. Les deux qui sont les plus intéressantes et les plus prometteuses de la part des retours des orthophonistes et des ergos qui les ont testés sont Sylexiad, donc c'est assez simple, c'est dyslexia remixé, et Open Dyslexic. Open Dyslexic a vraiment une présentation très particulière avec des lettres qui sont affinées sur le haut et qui sont volontairement créées et conçues pour limiter les confusions possibles et faciliter le déchiffrage à destination des 10 et des élèves avec des troubles visuels. Donc ne vous inquiétez pas, ne cherchez pas forcément à prendre des notes de l'ensemble des polices au fur et à mesure. On vous transférera un petit récap pour tous les inscrits avec la liste des polices et les liens de téléchargement direct, ainsi qu'un petit rappel de comment on installe une police sur son ordinateur quand on veut se faciliter la vie. En sachant également que pour l'ensemble de ces outils-là, comme ils sont tous gratuits, j'ai poussé sur l'Académie de Dijon auprès du recteur pour qu'ils soient installés par défaut sur l'ensemble des ordinateurs de notre académie, puisque étant gratuit, il n'y a pas de raison de s'en priver. L'idée semble avoir fait son chemin puisque la DGESCO, donc la Direction Générale de l'Enseignement Scolaire, s'est saisie du phénomène et serait très intéressée par le fait d'avoir un listing complet des outils disponibles, en particulier les gratuits pour des questions de budget bien évidemment, mais de façon à faire en sorte qu'ils soient disponibles sur l'ensemble du parc éducation nationale par défaut, et ce pour éviter le phénomène de l'ordinateur pour handicapés qui est disponible dans le coin d'une salle et qui est celui que l'on confie aux élèves
à besoins éducatifs particuliers, et quand il n'est pas disponible ou quand il y a plus d'élèves que d'ordinateurs, eh bien, il s'en passe. Voilà, le test de fluence, alors ici c'est une première maquette qu'on avait travaillée avec un stagiaire enseignant l'année dernière sur l'INSPE de Dijon. Je vais vous montrer ce que ça donnera à terme en termes de visuel. Mais voilà, l'idée c'était de lui importer un texte, quel qu'il soit, tout niveau de lecture confondu, de le doter d'outils de base avec des textes préenregistrés pour l'ensemble des niveaux scolaires, mais également de laisser la possibilité à l'utilisateur de tester avec son propre texte pour que, par exemple, si c'est un texte en anglais, par exemple, si c'est un texte technique, qu'il puisse se rendre compte de la façon dont il le déchiffre. Et la présentation est la suivante, c'est-à-dire que dans chacune des cases, l'outil présente un nombre de mots relativement similaire, de façon à ce que le test soit le plus efficient possible. On lance la lecture, on chronomètre, même si à terme sur l'outil informatique, ça sera intégré directement. Et l'élève, l'adulte, se rend compte du nombre de mots que l'élève a pu déchiffrer en 1 minute et de fait peut savoir quelle est la police sur laquelle il est le plus à l'aise. De la même façon, 2 outils que je recommande et qui sont disponibles sur Windows pour Word, mais également pour OpenOffice, puisque c'est une marotte de l'éducation nationale d'utiliser OpenOffice, même s'il y aurait énormément à dire sur le logiciel en soi. Pour le moment, c'est un fait. Je vous recommande très chaudement de jeter un coup d'œil sur 2 logiciels. L'un s'appelle Colorisation quand il est pour Microsoft Office, et l'autre s'appelle Lire Couleur quand il est développé pour OpenOffice. Je vous montre là la version pour Windows, mais c'est la même chose sous OpenOffice. Cela permet de pratiquer ce que l'on appelle de la segmentation syntaxique ou de la mise en couleur et de la mise en relief des phonèmes et autres syllabes, et ce de façon native sur n'importe quel texte pour peu qu'il soit dans Word. Vous voyez, là, j'ai cliqué sur un bouton et automatiquement, le logiciel a découpé les sons. Le logiciel m'a masqué les lettres muettes. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas initiés, je m'excuse, les petits caractères que vous voyez là n'ont rien de particulier, hein, c'est simplement l'affichage des caractères invisibles de Windows. Je vous dis ça parce que je reçois un SMS en même temps qui me dit « t'as des trucs chelous sur ton écran ». Donc voilà. Vous pouvez donc avoir la colorisation des phonèmes et autres. Vous pouvez également avoir la mise en valeur des syllabes. Vous pouvez aussi lui demander de colorier un mot sur 2 de façon à faciliter et d'aider à la lecture du quotidien. Et vous pouvez enfin, parmi d'autres options, hein, puisque l'intérêt pour un parent d'un élève à besoin éducatif particulier, ça va être de se pencher sur ce que proposent les outils. Vous avez donc des options pour remettre le texte au noir quand vous voyez, et voilà. Le texte va se trouver formaté en alternance de façon à ce que 2 lecteurs puissent lire chacun avec son registre de couleurs pour aider l'enfant au déchiffrage et limiter sa fatigabilité. On va également avoir la possibilité de surligner ou d'alterner des lignes de couleurs sur le texte pour en faciliter la lecture. Et on peut enfin lui demander de mettre en valeur les phonèmes qui peuvent être problématiques à destination des élèves. En sachant que parmi les outils pour lesquels j'ai été très surpris de découvrir que les enseignants ne les utilisaient pas, ou très peu, les ordinateurs sous Windows sont dotés de 2 fonctionnalités très pratiques. L'une à laquelle vous avez accès ici, qui s'appelle le narrateur, et qui permet pour les élèves qui ont des difficultés de lecture, tout simplement, de lui demander de vous lire. Contenu, arrêtez le partage, contrôle et majuscule et E, Sharing toolbar volet, barre d'outils, dia6.docs, Word fenêtre, dia6.docs, édition. Alice se dressa d'un bond, car, comme vous pouvez le voir, à partir du moment où je sélectionne une ligne, automatiquement le narrateur va me la prononcer. D'une poche de gilet, ni d'une montre à tirer de, en courant à sa poursuite, et eut la chance d'arriver juste à
Alors là, c'est pas très efficient parce qu'on est sur un tableau et donc les lignes de texte sont relativement courtes, mais si je lui demande d'aller me chercher... Quitter la table, handicap, destinée encore une fois aux jeunes lecteurs, elle est toutefois prévue pour diminuer les... C'est une voie de synthèse. C'est certes perfectible pour le moment, mais ça a un gros avantage, c'est que l'appli étant intégrée à Windows, elle est capable de vous lire non seulement le texte et ainsi de suite, mais également l'interface. Ce qui pour les élèves et leurs parents, quand vous avez des parents avec des troubles visuels et qu'ils ont besoin d'accompagner, peuvent faciliter énormément la tâche. La deuxième option qui est intégrée à Office et barre d'état, centre de notification, fenêtre, notification, ne pas déranger, bouton, activé. Alors, un instant, je vais couper le narrateur parce que voilà, toutes mes excuses. Donc, effectivement, l'intérêt de ce narrateur, il est de permettre d'avoir une lecture audio d'un texte quand on a des difficultés pour le comprendre. Mais l'un des gros problèmes que l'on rencontre quand on est parent et que l'on accompagne un élève qui a des difficultés à lire, bien souvent, c'est qu'il a également des difficultés à écrire. Et pour cela, on a la chance d'être en 2022 et d'avoir vu arriver des outils qui pragmatisent quand même beaucoup le quotidien, puisque maintenant, typiquement, Office, tout comme OpenOffice, intègre des outils de dictée vocale. Et vous allez pouvoir constater que pour ce qui est de ces outils, ceux-ci sont maintenant assez performants pour supporter une dictée vocale à un rythme relativement soutenu et confortable. Donc ces outils qui sont intégrés à Word permettent de faire une dictée directement. On a tous utilisé les commandes vocales sur Google, ne serait-ce que pour s'amuser avec, et c'est un truc qui fait beaucoup marrer nos enfants de demander à Google de leur raconter une blague et ainsi de suite. Et là, pour le coup, le fait d'utiliser la dictée vocale leur permet de vraiment se concentrer sur le sujet qu'il leur est posé, typiquement un sujet de rédaction ou autre, sans avoir à se poser la question de l'écriture de cette réaction et de la transcription sur le papier des idées qui leur viennent. Puisque le reste des outils que je voudrais vous présenter sont des outils du quotidien qui sont disponibles sur téléphone. Si vous avez des questions notamment sur colorisation et lire couleur, je vais vous mettre les outils dans le chat juste après. Le nom de l'outil de dictée? Alors, le nom de l'outil de dictée, il est très simple, c'est dans Word, activer la dictée vocale dans les préférences de Word. D'accord, merci. Et pour ce qui est du narrateur, en fait, dans la barre de recherche en bas, vous tapez narrateur et automatiquement, il va vous afficher le narrateur audio. À l'origine, ce sont deux outils qui ont été conçus pour faciliter l'accès de l'outil informatique aux adultes en situation de handicap, mais qui sont maintenant tellement intégrés au sein de l'ordinateur au quotidien et qui fonctionnent avec l'ensemble du système et plus uniquement avec notamment les paramètres comme c'était le cas à une époque, qui permettent de déclencher la lecture, de déclencher le visuel assez facilement. Non, il ne faut pas forcément être connecté à Internet pour la dictée de Word. Il faudra être connecté à Internet si vous êtes sur un registre de langage un peu technique ou si vous êtes sur un niveau de langage un peu soutenu. Mais si vous êtes sur du langage du quotidien, d'un niveau scolaire du quotidien, la dictée vocale est capable de faire de la reconnaissance sans passer par les serveurs externes. C'est la nouveauté depuis maintenant, je dirais, 2 petites années. Effectivement, avant, l'outil de traitement vocal était externalisé. C'est le même problématique que pour Iricia, où il faut passer par des serveurs spécifiques et extérieurs. Parmi les outils qui sont fréquemment utilisés par l'éducation ou par les enseignants de nos enfants, et parmi les questions qui nous sont régulièrement rapportées de la part des parents, c'est comment se faciliter le traitement des devoirs et la gestion des devoirs. Et c'est d'autant plus compliqué qu'au fur et à mesure que l'élève avance dans sa scolarité. J'ai notamment une tendresse toute particulière pour la question relative au Python sur les outils informatiques, parce que quand on n'a jamais fait de programmation de sa vie et qu'il faut accompagner un élève
avec du Python parce qu'il a des questions à poser, c'est déjà délicat. Mais quand en plus celui-ci a besoin d'outils adaptés et que l'on ne sait même pas si cela existe ou comment cela peut exister, c'est un vrai plaisir. Donc, une des premières solutions, et là ça va s'appliquer aux plus jeunes, même si sur le collège où je suis, elle est toujours utilisée régulièrement par les enseignants. Malheureusement, elle est en anglais, mais c'est une calculatrice qui ne concerne que les 4 opérations de base, donc on va dire que ce n'est pas forcément un problème. Comme vous pouvez le voir, il y a quelques publicités. J'ai pas trouvé d'alternative sans ces 2 défauts-là. Le gros avantage de DivPad, c'est qu'il propose un affichage assez particulier qui correspond à la nouvelle façon d'appréhender les mathématiques en école primaire. Vous allez voir pourquoi. Il décompose l'opération et il vous la résume étape par étape. Et vous pouvez avoir le cheminement de l'opération qui est faite et qui doit être faite par votre enfant pour vérifier que celui-ci déjà s'y est pris dans le bon ordre quand vous en avez besoin, mais surtout pour avoir une présentation qui correspond aux attendus de son prof de maths, puisque malheureusement entre le moment où nous parents avons été scolarisés et la présentation demandée à l'heure actuelle, il y a une petite distinction et c'est un vrai souci. Voilà, il couvre donc les 4 opérations de base sans forcément aller plus loin, mais c'est tout à fait ce qu'on lui demande. Pour ce qui est des élèves collégiens et lycéens, on va parler tout de suite d'une application que je recommande aux parents, mais pas aux élèves, dans la mesure où elle permet quelque peu de, je vais pas dire de tricher, c'est pas la question, mais elle facilite tellement la tâche que ça en devient compliqué. Brainly est un logiciel, une application collaborative à destination des familles. Voilà, sur laquelle, au départ, l'idée était de poser des questions de parents pour avoir une réponse par des parents. Au fur et à mesure du temps, Brainly s'est vu débordé par des questions relatives aux devoirs, à tel point que c'est devenu une véritable banque de données de l'ensemble des sujets et exercices qui sont donnés régulièrement par des enseignants. Ce qui fait que typiquement, quand vous allez sur Brainly, vous avez la possibilité de scanner pour résoudre une équation simple. Ça peut toujours être pratique pour vérifier encore une fois que votre enfant s'y est pris correctement. Mais vous avez aussi la possibilité d'aller chercher en tapant les premiers mots d'un énoncé typiquement. Voilà, et donc vous avez la possibilité sur Brainly de prendre en photo, de dicter un énoncé de mathématiques ou de saisir les premiers mots d'un énoncé de mathématiques. Et automatiquement, il va aller vous chercher l'ensemble des énoncés qui correspondent à la question de Pierre et d'un train. Là, je vous le fais avec 3 petits mots-clés, mais vous verrez vraiment que si vous prenez un bouquin de maths et que vous tapez les 4-5 premiers mots de l'énoncé d'un exercice, dans 95 à 99% des cas, il vous donne l'exercice et il vous donne surtout des réponses qui sont des corrigés, avec le cheminement, avec le calcul et sa présentation de façon à ce que vous ayez la possibilité d'accompagner votre enfant. C'est exactement le même principe pour ce qui est de Photomat. Photomat qui va vous permettre de scanner n'importe quelle équation et de la résoudre automatiquement. Ensuite, les diverses applications que l'on a, et parmi les problèmes peut-être un peu moins fréquents, mais qui sont quand même des vrais problèmes pour une partie de nos enfants et une partie des élèves, la reconnaissance ou l'étude d'un document graphique, une photo, une œuvre d'art, un tableau, quand elle est accompagnée d'un questionnement scolaire, parce que mettre un enfant devant un tableau et lui demander de ce qu'il en pense, c'est on ne peut plus simple, mais avoir une réflexion scolaire face à un document qui à l'époque n'a jamais été pensé pour être un outil scolaire, ça peut être parfois compliqué. Pour le coup, Google et l'intelligence artificielle de Google ont développé un outil qui est formidable et qui marche extrêmement bien, qui s'appelle Google Agriculture,
qui vous permet, et ça marche sur une photo issue d'un manuel scolaire, hein, de prendre en photo une œuvre et il va vous retracer non seulement l'œuvre en question qu'il a faite et ainsi de suite. Bon, ça c'est toujours pratique pour faire une recherche bête et méchante, mais également la décomposition, et il est en capacité aussi de vous en faire une description vocale de cette œuvre. Ce qui se passe dans l'œuvre, ce qu'il y a au premier plan, ce qu'il y a à l'arrière-plan. Et pour le coup, pour des élèves malvoyants ou pour des élèves qui ont des problèmes de repérage dans l'espace, ça permet d'avoir énormément d'éclairage et d'aide sur des questions pour lesquelles ils ont beaucoup de mal à trouver des réponses. Le gros avantage de ces applis-là, même si on peut dire ce que l'on veut de Google et de la façon dont ils présentent la chose, c'est qu'elles bénéficient d'une banque de données mondiale, et du coup, elles sont extrêmement pointues pour retrouver une œuvre, retrouver l'époque à laquelle elle a été faite, retrouver toutes les informations connexes que l'on a parfois du mal à trouver, nous, pour aider nos enfants, et que nos enfants ne parviennent pas à trouver. Le gros problème d'un TDA, typiquement, quand on lui demande de faire une recherche sur une image, c'est que la première chose qu'il fait, c'est comme tout le monde, d'aller chercher cette image via Google. Le résultat qui s'affiche, c'est 7500 images, et quand il a terminé de scroller l'ensemble des images pour satisfaire sa curiosité, au finish, il a passé 3 heures devant la banque d'images de Google, mais il n'a absolument pas abordé le sujet, il n'a absolument pas répondu à la question. Oui, pour ce qui est des applications pour les langues, je vais venir tout de suite. Là, je vous ai montré les applications qui avaient besoin d'une démonstration, on va dire, plus en direct. Donc là, on est sur des applications qui viennent accompagner les enfants et leurs familles durant les devoirs. Donc ce petit livret-là, il sera diffusé à l'ensemble des parents qui étaient inscrits ce soir, à l'ensemble des personnes qui étaient inscrites ce soir. Donc on y retrouve des applications classiques qui ne sont pas du tout destinées aux 10, notamment pour accompagner les ENT et autres qui ont des applications mobiles. Mais on y retrouve aussi des applications qui peuvent permettre de vérifier une orthographe, de vérifier une conjugaison. Le conjugueur, qui est, à mon avis, l'application la plus indispensable de tous les élèves qui sont fâchés avec la conjugaison, porteur ou non de troubles, parce que vous allez pouvoir y trouver l'ensemble des verbes de la langue française conjugués, et pas seulement des exemples d'un groupe pour lesquels vous devez les réappliquer à un verbe en particulier. Voilà, donc on reparle ici de DivPad. Une rapide description de Brainly également et de Photomath dont je vous ai parlé. Bon, GeoGebra, en théorie, tout le monde le connaît. C'est l'application de référence pour la géométrie au sein du monde scolaire, en sachant que GeoGebra, quand elle est utilisée sur un téléphone, vous pouvez activer sur votre téléphone les outils comme le guide audio pour les malvoyants et autres, et également la description automatique via votre téléphone. Pour ce qui est de la langue anglaise, j'avais la question, je crois, dans le chat à l'instant. Oui, le nom de l'application calculatrice, c'est DivPad. Pour ce qui est de l'anglais, alors pour la partie traduction à proprement parler, Word Référence, c'est la seule et unique solution, dans la mesure où, contrairement à Google Trad et à d'autres applis, il ne fait pas de la traduction mot à mot, mais il traduit réellement des phrases avec le contexte, avec les idées qui sont au second degré et à l'arrière-plan. Et de la même façon, un rapide listing des verbes irréguliers qui est présenté de façon assez ludique et assez graphique, pour aider les élèves non seulement à en mémoriser les temps, mais aussi avec des pictos pour que l'action soit rattachée à un verbe et permette une meilleure mémorisation. En espagnol, on a une application qui s'appelle Apprendre le vocabulaire d'espagnol, et qui travaille énormément avec le principe des flashcards, qui couvre tout le vocabulaire d'espagnol du collège, de la 6e à la 3e.
qui intègre des jeux, qui intègre des quiz, qui intègre un suivi, qui est gratuite, qui n'est pas, contrairement aux applications d'apprentissage de la langue à visée commerciale, et qui a la chance d'avoir été visée et validée par le ministère de l'Éducation nationale espagnole comme outil de valorisation et de promotion de l'apprentissage de l'espagnol à l'étranger. Malheureusement, elle n'est disponible que sur Android. On a un éditeur de manuels qui est plus ou moins spécialisé dans les manuels et cahiers d'exercices inclusifs. Et qui a la gentillesse de mettre à disposition les applications qui vont avec ces cahiers d'exercices de façon gratuite sur Android. Alors je fais pas de la pub, on n'a vraiment pas de partenariat commercial, mais l'idée c'est que quand les élèves sont déscolarisés, quand les élèves sont hospitalisés, quand les élèves ont besoin d'une autre approche, vous retrouvez des fiches d'exercice qui correspondent à la thématique qui est enseignée au même moment par l'enseignant, présentés autrement, accessibles sur l'outil numérique nativement, et qui peuvent de fait être proposés à l'enseignant comme étant une alternative à un cahier d'exercice papier ou à des exercices intégralement manuscrits si celui-ci venait à ne travailler que comme cela. L'ensemble des outils maintenant intègrent tous plus ou moins une reconnaissance vocale avec des outils plus ou moins performants. Google Docs, il faut être connecté pour utiliser Google Docs. Donc là, la question de la connexion Internet ne se pose pas, mais Google Docs permet de dicter tout son texte intégralement. Je pense notamment aux élèves pour qui le passage à l'écrit est difficile, quelle que soit la raison. Proposer à l'enseignant des rédactions dictées plutôt que des rédactions manuscrites. Je ne connais pas un enseignant qui vous dira qu'il préfère évaluer des copies où il y a 3 lignes d'écrites qui ne veulent rien dire plutôt que d'avoir une véritable rédaction malgré qu'elle a été tapée. C'est vraiment et ça serait vraiment difficile à défendre comme position dans la mesure où l'idée c'est quand même d'évaluer ce que l'élève est en capacité de faire. Alors, pour répondre à la question, malheureusement, ça ne va pas correspondre pour des lycéens, mais quand vous utilisez l'outil Scratch, c'est un outil qui permet d'appréhender le développement informatique et le code informatique pour les élèves en collège, voire même en école primaire. Mais Scratch intègre une partie gestion de code et génération de code en Python. Et l'avantage de Scratch, c'est qu'il est intégré. Voilà, pour de l'Arduino notamment, il est intégré à Google Chrome et du coup, si vous avez des applications d'étayage sur Google Chrome, je pense notamment à la mise en valeur, la colorisation syntaxique, le zoom automatique ou autre, quand vous utiliserez Scratch via Google Chrome, ceux-ci fonctionneront. Même chose pour ce qui est de transformer un court papier en un PDF qui soit modifiable dans Word. Microsoft Lens vous permet de prendre n'importe quelle page de manuel et de la transformer via une reconnaissance en un outil qui est adaptable intégralement sur Word ou sur un écran pour pouvoir changer la typographie quand vous en avez besoin, changer l'interlignage entre les paragraphes et ainsi de suite. L'une des solutions qui est maintenant utilisée à la place de Prezi, qui a été pendant quelques années le truc à la mode dans l'éducation nationale, c'est Canva. Malheureusement, que ce soit Prezi ou Canva, les deux solutions ne disposent pas d'outils internes pour l'inclusion. Voilà, très clairement. Prezi, c'est une véritable catastrophe dans la mesure où une fois que le fichier est généré par l'enseignant, vous ne pouvez pas le retoucher, vous ne pouvez pas extraire le texte qui est dedans, il faut passer par une transformation en PDF, puis un import sous Word, et le Prezi perd toute sa structure et ainsi de suite. L'avantage de Canva, c'est que quand vos enfants ont des recherches à faire ou quelque chose à présenter, l'outil est extrêmement visuel, l'outil est assez simple d'utilisation, bien plus qu'un PowerPoint, bien plus que Slide d'OpenOffice, et surtout l'outil étant disponible en ligne sous Google Chrome, encore une fois, ou sous Google Chrome, Firefox ou d'autres navigateurs, hein, encore une fois, quand vous utilisez des outils d'étayage pour les élèves à besoins éducatifs particuliers sur ces mêmes navigateurs, ils seront disponibles quand vos enfants utiliseront Canva. Un point sur lequel cette slide-là est
je ne veux pas dire propre à l'Académie de Dijon, mais un peu quand même, puisque c'est un point sur lequel on travaille pour simplifier la tâche de tous. En fait, on essaye de mettre en place un maximum de projections, de transfert d'infos par QR code pour éviter les erreurs de recopie d'adresse, les erreurs de saisie et autres. Et du coup, on a intégré cet outil-là pour que les élèves eux-mêmes puissent générer leur QR code quand ils en ont l'envie et le besoin. L'ensemble de ces outils-là, tous autant qu'ils sont encore une fois gratuits et c'est un de leurs intérêts fondamentaux. Mais surtout, c'est des outils du quotidien, c'est des outils que tout le monde peut s'approprier, qui ne bénéficient pas du besoin d'être préconisés par un ergothérapeute, préconisés par la MDPH, dans la mesure où ce sont des applis de parents, des applis du monde du travail avant d'être des applis scolaires, mais qu'elles peuvent être détournées assez facilement pour faciliter le quotidien de l'inclusion. Et c'est vraiment l'intérêt de ces solutions-là. Je vois une question relative à Illustrator. Alors, Armel, je vais vous demander de préciser un tout petit peu parce que je connais Illustrator qui est un logiciel de dessin, mais pour le coup, je veux savoir exactement quelle est votre question avant d'aborder une réponse potentielle. Sur les outils de PAO, est-ce qu'il y a des aides possibles Non. Voilà. Non, d'accord. Voilà. C'était Illustrator, Photoshop, alors, voilà, autre. Il n'y a pas de plugin Photoshop à destination des aides des élèves ou des parents 10 ou quoi que ce soit. Par contre, ce qui va fonctionner sous Photoshop ou sous Illustrator, c'est les outils qui sont à destination de Windows. D'accord. Okay. Si ça marche sous Windows et que vous lancez Illustrator sur l'ordinateur, les outils que le Windows lance pour aider l'enfant ou aider l'adulte, typiquement le narrateur que j'ai activé tout à l'heure là, me permettra d'avoir une lecture des menus d'Illustrator au fur et à mesure que je les survole. D'accord, ok. Merci beaucoup. Le gros souci des élèves 10 quand ils sont confrontés à des exercices de programmation informatique, c'est que en plus de la problématique du 10 classique, il y a également le fait qu'une ligne de code n'a absolument pas de construction grammaticale, n'a absolument pas de construction orthographique, c'est simplement des exigences de syntaxe, des exigences relatives à la mécanique et au fonctionnement d'un ordinateur en soi et d'un programme en particulier, et que pour le coup, les outils n'existent pas, parce que ça relève de l'intelligence artificielle et pour le moment, les intelligences artificielles qui fonctionnent sur le sujet de la programmation sont plus orientées vers ce qu'on appelle la programmation no-code. Donc programmation où on ne tape pas de code mais on rentre des idées et l'ordinateur construit le programme à votre place. Pour ce qui est de l'utilisation de Python et ainsi de suite, les outils disponibles, c'est plutôt des outils de colorisation, de mise en forme du texte, de personnalisation du texte pour essayer d'en faciliter la lecture et la syntaxe, mais vraiment pas des outils de complétion et d'aide au sens où on en aurait besoin pour les élèves à besoins éducatifs particuliers. J'ai aussi une pensée assez particulière pour les élèves en prépa quand ils sont 10 et qu'on leur demande de basculer l'ensemble de leur saisie sous LaTeX. LaTeX est un logiciel du monde universitaire extrêmement pratique, extrêmement puissant, extrêmement performant, mais qui n'est clairement pas pensé, qui n'a jamais été pensé pour des élèves qui ont besoin d'une aide particulière quant à la construction d'un cours, quant à la rédaction et la lecture d'un cours, puisque globalement, vous programmez du texte, enfin, vous programmez quelque chose qui écrit votre cours. C'est assez particulier à prendre en main et je sais que sur les classes de prépa où j'accompagne des élèves à l'heure actuelle, c'est un vrai gros souci de prise en main, de personnalisation et d'étayage. D'autant plus que la solution est open source, mais malheureusement, elle est très peu investie sur le champ de l'inclusion. Donc, lire couleur, c'est valable pour OpenOffice. Ça fonctionne très bien, c'est relativement facile à installer. Globalement, il y a une petite marche à suivre, mais ça n'a vraiment rien de complexe. Et colorisation, c'est l'équivalent de lire couleur, mais pour Word. Là, par contre, il faut prendre le temps d'aller regarder très clairement
la procédure d'installation sur le site parce qu'elle peut être un tout petit peu plus compliquée dans la mesure où, comme on est sous Windows, il faut installer un certificat pour que l'application fonctionne sous Word. Alors, on vous rappelle que les webinaires sont organisés par le groupe Santé Prévention de la PEP et on a une page Facebook qui s'appelle Groupe Santé Prévention PEP. Alors sur ce, si vous n'avez plus de questions, on va vous remercier déjà d'avoir été aussi nombreux sur cette soirée-là et puis pour les diverses présentations qui ont été faites. Voilà, sur ce, si vous n'avez pas d'autres questions, je pense que l'on va se quitter. Merci du temps que vous nous accordez. Non, mais c'est pas la question du temps. Non, mais si, honnêtement, ça permet d'avancer et je pense que voilà, c'est extrêmement précieux. Merci beaucoup à tous. Merci à tous. On vous souhaite une bonne fin de soirée, parce qu'il en reste. Voilà, et on vous dit à bientôt avec plein de questions et on l'espère plein de réponses.